Et le castor du jour, c'est Carolin. Tu vas dénicher quelque chose et tu penses déjà à qui tu vas le vendre. Ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. Ceux qui achetaient des Porsche, c'était vraiment des casse-couilles. Plein de gens disent il n'y a pas moyen de faire d'argent. Mais là, c'est un exemple de ouf. C'est une très bonne question. Il faut savoir que l'activité de marchand a évolué. Est-ce que tu as une passion inavouable? Ah bah oui. Bonjour et bienvenue. On se retrouve dans un nouvel épisode de Père Castor raconte-nous ton histoire. Et le castor du jour, aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est Carolin. Ça va Carolin? Ça va et toi? Bah écoute, la vie est belle. Ouais. Ah, On est content, ouais. Bon, c'est vrai qu'il fait gris, par contre, ça je te l'accorde. À Paris. On est à Paris. L'idée, c'est donc d'avoir le nom qui s'appelle Père Castor raconte-nous ton histoire. Ok. Et donc l'idée, elle est très simple. C'est qu'on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie en commençant par ton premier souvenir d'investisseur ou d'entrepreneur. C'est toi qui D'accord. vas choisir. Ok. En sachant que ton premier souvenir d'investisseur ou d'entrepreneur, ça peut être vendre des cerises à l'âge de 6 ans, ça peut Ok. être vendre des sneakers à l'âge de 10 ans parce que tu les as achetés en Chine. Il y a plein de... Vendre de la drogue. D'accord, ok. C'est toi qui choisis. Mais juste avant, et comme ça te laisse le temps de la réflexion, est-ce que tu peux nous présenter aujourd'hui ton écosystème, l'ensemble de Ok. tes activités et qui est Carolin Artaud Fin Ok. 2023. Alors, moi, je m'appelle Carolin Artaud. Merci déjà de m'inviter, c'est cool. J'ai aujourd'hui 3 activités principales. Une agence immobilière, donc basée sur le sud-est de la France, donc l'agence Artaud Immobilier. Une entreprise de formation et d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va former et accompagner les gens durant par exemple, 1 an avec toute notre équipe pour les faire investir. En marchand de biens? Alors, principalement sur l'activité de marchand de biens, mais comme c'est du personnalisé, Ok. ça va dépendre de l'endroit où se trouve la personne physiquement, de ses envies, de ses possibilités, etc. Donc c'est vrai que je communique beaucoup sur le marchand, sur l'achat-revente, mais maintenant, c'est pas pour tout le monde. Et le but, c'est de prendre chaque personne et de les accompagner suivant ce qu'ils peuvent faire eux et ce qu'ils ont envie. Donc tu accompagnes sur une stratégie immobilière finalement, Exactement. que tu adaptes. Exactement. Ok. Voilà. Et ensuite, dernière partie, une activité de marchand de biens, principalement rénovation. Donc on achète, on rénove, on valorise, et de temps en temps un petit peu de promotion immobilière. Ok. Tu fais partie des marchands de biens qui vont au bout des choses, c'est-à-dire jusqu'à meubler les maisons ou les appartements? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que l'activité de marchand a évolué dans le temps. Il y a 15-20 ans et auparavant, les marchands souvent faisaient la marge à l'achat. C'est-à-dire qu'on trouvait un bien bien en dessous du prix du marché, on l'achetait, on le revendait en l'état, on faisait rien du tout. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de faire comme ça. Et donc, d'ailleurs, dès la première opération que j'ai faite, c'était en 2011, moi, je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais meubler, décorer, je vends vraiment clé en main. Ok. Pour plusieurs raisons. Déjà, je vends que de la résidence secondaire. C'est-à-dire que les personnes qui vont m'acheter, c'est uniquement de la résidence secondaire. Donc, Clientèle étrangère? pas forcément. Ok. Pas mal de Français, mine de rien, des personnes qui viennent sur la côte après un certain temps, en général des gens un peu plus âgés. C'est quoi ton opération classique, celle que tu as le plus l'habitude de faire? Alors, opération classique, alors elle a évolué l'opération classique puisque les budgets ont évolué. J'ai fait à la base, je dirais, la plus classique de tous, la plus simple. C'est vraiment le 2 pièces sur la côte, vue mer panoramique, une terrasse à rénover qu'on va transformer en 3 pièces. Ça, tu connais ça. Voilà, ça c'est dans ton ça, c'est fauteuil. vraiment le plus facile. Après, il y a tout ce qui est vieux village aussi, vieille ville, où là, ça va être un petit peu l'inverse. On prend des grands plateaux qu'on va rediviser en plusieurs appartements et on va revendre clé en main. Ok. Et maintenant, c'est plutôt de la maison, donc de la maison provençale à rénover, sur laquelle on fait un DP ou un permis, et on va la rendre contemporaine. Et après, on fait 5 chambres ensuite, salle de sport, salle de cinéma, et on revend clé en main. Ok. Voilà. Ok. Et ça devient un petit peu plus ta spécialité aujourd'hui. Maintenant, c'est vers quoi je me tourne, ouais. Quand tu dis résidence provençale, c'est-à-dire que donc, Maison provençale. toi, tu es de Cannes. Ouais. Ça veut dire que tu as une zone qui sort en dehors de Cannes. Tu vas jusqu'où dans tes recherches? Alors, de mon point de vue, et d'ailleurs sur l'activité de marchand en général, on essaie de vachement se sectoriser. C'est-à-dire que pour ma part, je fais quelques rues, quelques quartiers. Le reste, par exemple, Cannes, c'est proche de Nice, mais Nice, j'y vais même pas, je connais rien et j'ai même pas envie d'y aller. Même Antibes qui est à côté, j'ai fait pas mal d'opérations, mais ça va dépendre des rues. Donc on va vraiment travailler sur quelques points et pas ailleurs. Donc, ce que tu veux dire, c'est que c'est important de se spécialiser, de se nicher. Et ce qu'il faut bien comprendre, certains disent j'investis dans telle ville ou telle ville. Et il faut comprendre, et moi, c'est vraiment le cas aussi à la Baule, il y a des secteurs, il y a des villes, d'une rue à l'autre, les prix peuvent changer de 30%. Ah bah ça change du tout au tout, même Donc, faire un x2, x3. Enfin, Donc, si on n'a pas effectivement une connaissance parfaite de la ville où on investit, mais vraiment à la rue près, à l'angle de rue près, eh ben, on peut faire des erreurs assez importantes. Exactement. Ouais, alors c'est particulièrement vrai dans ces secteurs-là, parce que là, vous parlez de la Baule, Cannes.
C'est des villes On sur parle la d'où côte. on habite, hein, désolé. Laisse-nous tranquille. C'est des villes très cotées. C'est vrai que c'est peut-être moins vrai quand tu vas dans des villes en région, etc. Mais sur le principe, ouais, je suis tout à fait d'accord. En région, j'aime pas le mot province. Comment il s'appelle l'ancien présentateur télé là, qui est décédé, Pernaut, je crois, Jean-Pierre Pernaut, et qui disait ça, qui disait en région et pas en province. C'est vrai que je trouve le terme province, il fait. Je sais pas, je préfère le terme région. Bon, merci pour cette première présentation. Est-ce qu'on peut venir à ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur? Pendant que vous le disiez, je réfléchissais. Et en fait, je l'ai trouvé. J'avais parlé au début d'appartements, etc. Mais en réalité, quand tu m'as donné des exemples, la première fois, mes parents ils organisaient très rarement, par exemple pour leur anniversaire, ils invitaient leurs amis. Et je me rappelle qu'on achetait des fils avec des petites perles, et donc je faisais les bracelets et je me mettais à l'entrée et je vendais les bracelets à leurs amis. Donc forcément, ils étaient un petit peu obligés de me les acheter. C'était des francs à l'époque, et du coup je repartais avec un petit truc et des pièces, et j'étais tout content, je faisais ma soirée. Après Mais du coup, t'avais quel âge alors? Je devais avoir 7 ans, 6-7 ans, ouais. Ok. Donc c'était assez jeune. Après, un peu plus jeune aussi, peut-être un peu, j'allais dire fille au père, mais ça se dit pas. Enfin, je gardais les mais On a compris. des amis de mes parents. Ça me faisait un peu de sous. Non, après, réellement, ça a été à 16 ans. En fait, j'avais mes parents qui avaient une boîte d'événementiel dans les bateaux. C'est-à-dire qu'ils faisaient de la location de bateaux et en même temps, ils organisaient des courses de bateaux pour des comités d'entreprise. Ok. Et donc là, j'ai fait mon premier crédit pour acheter mon bateau. Mon premier bateau. À 16 ans? À 16 ans, parce qu'en fait, le permis bateau, tu l'as à 16 ans. Ouais. Donc, j'ai fait mon premier crédit pour acheter c'était un Zodiac, un semi-rigide, avec lequel, par la suite, je l'ai exploité. Donc, je faisais de la location de bateau et en même temps, je travaillais avec mes parents dessus. Donc ça, c'était mon premier investissement. Donc 16, 17, 18 ans, tu faisais. T'étais sur la côte. Jusqu'à 21, 22 ans. Ok. Et ça marchait hyper bien. Pourquoi? Parce que quand mes parents faisaient des sorties pour des comités d'entreprise, je me rappelle, j'étais payé 880 € la journée. Et donc, des fois, par exemple, il y a les voiles d'Antibes chez nous, c'est 5 jours. Pendant 5 jours, du coup, surtout à l'époque, ça me faisait vraiment des ronds. 4500 balles, ça vaut le coup. Exactement. Donc, j'avais mes potes qui bossaient sur les plages, etc. Donc, pour moi, c'était vraiment cool. J'avais le crédit à payer, mais le crédit, ça s'est payé très, très rapidement. C'était 12 000 €. Ouais, Bon, après, tu as la place au port, tu as l'entretien, etc. Mais t'as aussi un bateau aussi, tu peux en profiter, donc c'est cool. T'as un bateau, t'en profites. Alors après, le problématique du bateau, c'est que si tu veux, ça se détériore assez rapidement. C'est pas comme une maison. Exactement. C'est pas comme l'IMO. Ouais. Non, pas du tout. Et surtout que j'étais jeune, si tu veux, quand je faisais, j'allais dire, les entrées et les sorties, mais là, c'était pas entrée-sortie. Au début, les personnes arrivaient pour me louer le bateau. Ils me le rendaient des fois, il y avait un petit truc qui sautait. Puis moi, je disais, c'est pas grave, j'étais jeune, etc. Puis à la fin de la saison, le bateau était complètement foutu, quoi. Ouais. Pas foutu, mais j'exagère, mais il fallait remettre un petit peu de rond dedans. Donc, j'ai fait ça jusqu'à 21, 22 ans. Okay. Et non, franchement, ça marchait super bien. Ouais, tu m'étonnes, ça vaut le coup. Ce qui est très drôle, tu dois être le 40e invité. Ok. Il n'y a pas une personne qui n'a pas de souvenir de ce type-là. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs, tous les investisseurs ont un truc. Tous différents, mais où il y a déjà un petit, tu vois. Il y en a qui commencent plus tard. Hein. Regarde, Tony Jazz, son premier souvenir, c'était 25 ans. Oui, mais il n'y en a aucun qui nous dit je suis arrivé du jour au lendemain. Non. Ah bah oui. Il y a toujours une. Il y a toujours un petit. Oui. Il y a des petites. Il y a des indices. Il y a des indices et puis des petites zones d'essai, tu vois. Exactement. Un petit laboratoire. Exactement, c'est ça. C'était même plus jeune. T'en avais qui faisaient les scooters. T'achetais un scooter un peu pourri, tu le repeignais, tu faisais un truc sympa, tu revendais. Les vélos. Bon, après. C'était la génération Spirit, Rocket, Booster. Ouais, j'ai connu. Les belles années. Exactement, voilà. Ok, donc du coup, tu as commencé entre ces 7 et ces 16 ans. T'as pas eu. Et ça, par contre, c'est marrant. Là, pour le coup, on a aussi une stat. C'est pas tout le monde, mais c'est une grande partie. Souvent, on a le premier souvenir que tu nous as expliqué avec les bracelets. Et ensuite, entre 16 et 25 ans, assez souvent, il y a un trou où il se passe plus rien. Est-ce que c'est ton cas aussi? Entre 16 et 25 ans? Du type, en gros, tu as suivi l'école, tu as suivi ton parcours, ou tu as d'autres souvenirs fait... Entre 16 et 25 ans, non. En fait, j'ai commencé... Entre 7 et 16 ans. Entre 7 et 16 ans... Parce que toi, du coup, ton deuxième souvenir, c'est les bateaux où tu as investi sur ce bateut. Je pense que c'est... En effet, il y a un trou entre... C'est marrant, mais c'est tout le temps comme ça. C'est la découverte des filles, ça. C'est exactement ce que j'ai dit. On a tous les mêmes À 14 ans, on pense un peu à autre chose.
Donc, ouais, bah, c'était en effet la découverte des fibres. T'es sur un process traditionnel. Exactement. En fait, je pense que ce qui est marrant, c'est que du coup, t'as peut-être cette fibre-là quand t'as 5-10 ans. T'as aucun filtre à cet âge-là, du coup, tu te permets de faire des trucs. Exactement. À 12 ans, tu vendrais des bracelets, tu te dirais, c'est la honte. Ouais, Du coup, tu le fais plus. Et du coup, Du coup, tu deviens fille au père. Ouais. Tu l'as fait à quel âge d'ailleurs, ça? Non, c'était plus tard, non? Non, c'était un peu plus tard, j'avais 15-16 ans. Ok, t'es allé dans quel pays? Non, c'était. Tu ouais, fais du non, babysitting. oui, voilà. Ah, ok, je pensais que. Parce que fille au père, normalement, Non, t'es non, censé non. garder un enfant dans un autre pays. Non, babysitting, Ok, ouais. ok. Tu faisais du babysitting. Ok, ça marche. Et donc, du coup, après ces 16 ans, qu'est-ce que t'as fait tes études à Cannes, toi? Après 16 ans, j'ai fait mes études à Cannes, à côté, à Sofia. Et après, je me suis mis dans l'achat-revente de voitures. Sofia, c'est là où il y a Sofia Antipolis. Exactement, c'est Sofia Antipolis. ok. Ouais. Ok, C'est ça c'est le coin où tu as un peu toutes les écoles. Donc, t'as fait schéma? Donc j'ai fait Schema. Ok. J'ai fait Je savais pas Schema. que t'avais fait schéma. Ouais, j'ai fait Schema. T'as fait bachelor ou. Bachelor, enfin 2 ans après, j'ai arrêté. Ok. Mais ouais, j'ai fait Bachelor, ouais. Ah, t'as fait schéma Sofia Antipolis. Exactement. Ok, ça marche. Ce qui s'appelait à l'époque, c'était CERAM, après Schema, EAI. Et moi, j'ai fait le programme comme Ah, ça. puis en plus, là-bas, tu sais que moi j'ai fait Audencia. Ok, Et j'ai eu les concours. Alors moi j'avais fait prépa et ensuite école. ok. Et je suis allé à Schema. Je suis resté j'ai choisi Audencia parce que je voulais être à proximité pour faire de l'IMO. Ok. C'était plus facile. Mais quand j'ai vu Schema, j'ai failli craquer. Ouais. Franchement, j'ai failli y aller. Sophie Antipolis, c'est de la Ouais. rigole. Non mais c'est le paradis là-bas. Ouais. T'es au milieu des pins. Non, c'est enfin, le truc, l'école très il bon, est ouais. ouf. Très sympa, très sympa. T'es au milieu des pins, mais le Tout le problème, monde c'est. loue des villas de ouf pour faire des colonnes Exactement. géantes. C'est Mais n'importe- niveau boulot, c'est un peu limite. Ah bah tu bosses Ouais. pas. Non, t'apprends pas grand chose. Je faisais des cours, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Ah bah, À part l'anglais qui était top, le reste, franchement, c'est. Bah, tu Aujourd'hui, Light. on critique les gens qui font des formations, etc. Ah bah, Et des fois, il faudrait bien regarder l'école parce que des fois, c'était n'importe quoi. On prenait pas grand chose. ah bah, tu vas pour la fiesta quoi. Tu vas pour la fiesta. Ouais, les copains. mais si tu veux, à la rigueur, moi, j'y allais pas pour ça. J'y allais à la rigueur pour apprendre quelque chose, tu vois. Ouais. Je me suis calé assez jeune, j'étais en couple, etc. Donc, je faisais pas trop la fête à l'époque, je l'ai fait plus tard. Et du coup, ouais, je m'ennuie un peu en cours. C'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter. J'avais des bonnes notes, etc. Mais franchement, j'apprenais rien. Je me suis dit, ouais, c'est pas la Ouais, peine. puis là-bas, en plus là-bas, c'est vraiment, enfin, c'est moi c'est l'un ou sinon le campus qui m'a le plus marqué quoi. Enfin, t'es vraiment à la cool quoi. Ah Enfin, oui, non, mais t'as t'as- 15 heures de t'as- cours par semaine. T'as des hamacs dehors, t'es au milieu des pins. Non, mais Enfin, clairement. moi qui viens, tu vois, en plus l'avant-veille, je crois qu'on était à Lille parce qu'on était allé passer. Non, c'était pas à Lille, on devait être enfin, je sais plus quelle école on avait fait, mais on était loin. On arrive là-bas, on s'est dit, mais c'est génial. Paradis, quoi. ouais. Trop bien. T'as des pins partout. Je me souviens pour aller déjeuner là Ouais, au t'as self. ouais, Tu ça. sais, t'as le chemin là entre l'école Ouais. pour aller. Non, mais c'est extraordinaire ce Non, campus. c'est top. Mais par contre, oui, Mais pas grand chose. t'apprends rien. Ouais, Ok. rien du Ah, tout. pas grand chose. Ouais. Ok, donc du coup, t'as fait schéma Ouais. et tu faisais les bateaux en même temps. Je faisais les bateaux en même temps. Après, j'ai fait de l'achat-revente de véhicules. Alors, grâce à mon frère, parce que lui a fait ça avant. Donc, il suffisait d'aller sur, je m'appelle Autoscoot 24 ou d'autres sites. Tu regardais ce qui marchait bien, c'était les Porsche que tu achetais à l'étranger, que ce soit Italie, Allemagne. Et tu avais un prix qui était beaucoup plus intéressant qu'en France. Donc, on les achetait à l'étranger et on les revendait en France. Et tu faisais rien. Et on refaisait rien. Bah, si tu veux, il fallait la rématriculer Ouais. en France, Tu etc. faisais les démarches administratives, mais tu la réparais pas. Non, bah, on prenait des voitures qui étaient nickel. Après, il fallait. Du coup, comme mon frère l'a fait avant, j'ai appris. Donc, tu avais certaines options, tu avais certains types de voitures. Et on Après, avait tu connaissais ton marché. on avait un discours qui était assez rodé. Bon, bah, j'ai hérité ça de mon oncle, j'en ai pas besoin, il faut que je la revends, etc. Et ils voyaient pas que ça venait d'Italie ou d'Allemagne. Si, il voyait, mais mon oncle T'avais est un- italien. Et enfin, tu vois, on avait un bon discours. Mais tu passais pas en pro. Pardon? Tu les faisais pas en professionnel, tu les faisais en tant que Non, je l'ai particulier. fait en perso. Ouais, je l'ai Donc fait en particulier. t'en faisais Ça pas fait plus de plus de 8. Ou alors tu peux. Non, tu peux ça pas fait le- plus de 3 ans. C'est pour ça qu'il en parle. Non, mais tu pourrais faire ton. Tu faisais ce que tu voulais. Ok. En fait, les règles, c'est juste fait pour le jour où tu te fais contrôler. En fait. En fait, il n'y a pas une question de nombre de voitures ou quoi que ce soit. C'est que normalement, tu dois déclarer tes bénéfices. Si tu fais une activité, peu importe quelle soit, tu dois déclarer tes C'est bénéfices. du BIC. Si tu achètes même 2 voitures 100 et que tu les revends 200, c'est pas parce que tu n'en as fait que 2, Oui. tu dois déclarer parce que tu as acheté Ah ouais, pour moi, c'était à partir de jusqu'à 8 achats-reventes dans l'année. T'avais le droit de le faire. Parce que j'ai des copains qui sont dans la mécanique, du coup, ils le font. Ouais, c'est jusqu'à- énorme. Non, 8, c'est beaucoup. 8, c'est une activité. Non, en général, c'est au-delà de 5-6. Il faut faire déjà attention. Mais bon, bref, on Bah, faisait. On a à pas eu de- vérifier s'il y a l'information. Je Ouais. suis chaud de l'avoir dans les commentaires ou j'irai voir moi de mon côté. Mais je suis quasiment sûr de suivre. Alors, je serais pas étonné que sur ce genre de sujet, il n'y ait même pas de chiffres.
un peu comme la Non, RP, tu vois. exactement. Je sens le C'est truc pas- comme ça. En fait, C'est l'intentionnalité qui va compter. Exactement. La RP, on te dit, Ouais, la tu peux RP, acheter et ouais. revendre une résidence principale, mais si l'intention est de spéculer, Oui. là, attention. Ouais. Et là, c'est exact. Dans le Donc, fond, moi, c'est je la le même chose. mettrais, à mon avis, on exactement. vérifiera, mais je le mettrais dans la même catégorie. Ouais. Alors, comment je faisais pour acheter des bagnoles comme ça? Ben, comme j'étais étudiant, et je faisais petite crédit question, étudiant. est-ce que c'est toujours d'actualité ce business-là? C'est possible voitures pour celles et ceux qui veulent le faire ou tu penses Non. que c'est Alors, c'est compliqué aujourd'hui? Déjà, à partir de 2012, ils ont rajouté une nouvelle taxe carbone. C'est-à-dire Ok. que si tu achètes un véhicule à l'étranger. Ouais. C'est là où Marco Mouli a lancé son business. Non, c'était avant. Ouais. Non, si tu achètes un véhicule à l'étranger, déjà à partir de 2012, ta carte grise, c'est plus tout la même. Et en 2017, ils ont encore augmenté. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui. T'as plus d'intérêt. Non, et puis, bah, si tu veux, le marché s'est régulé. Hmm. Oui. Donc, t'as plus d'intérêt. Mais à l'époque, je me rappelle ce qui marchait très bien. Bon, tu avais la 997 Carrera S et tu avais le Cayman S. Cayman S, tu l'achetais 23, bah, avec les papiers, etc. Ça te coûtait 24,5 et tu la revendais en France 34. Ah ouais. Ouais. Ah, ça valait le Et coup. après, t'avais 20 l'avatar ans client, j'avais, ouais, ça j'ai fait de 20 à 20, jusqu'en 2012, jusqu'à 22 ans, parce qu'après ils ont rajouté cette taxe. Et je me rappelle, la dernière voiture que j'avais achetée, j'avais payé 7 500 de carte grise à l'époque. C'était quand même beaucoup. Hmm. Donc après, bon, j'ai arrêté. Ok. Ah ouais, et du coup, t'achetais des voitures et tu prenais quasiment 10 000 balles à chaque fois. On faisait entre 4 et 8. Ouais, 4 et 8. Après, mon frère, il a fait un peu Le plus. 997 se vendait aussi facilement, j'imagine. À l'époque, c'était la dernière. Donc, c'était. Moi, la première que j'avais vue, c'était une 996 4S. Ouais, Je donc me là, rappelle, il y avait un échappement qui était modifié. Elle faisait un boucan pas possible. celle-ci, il aurait fallu la garder, celle-ci. Alors, j'aimais pas du tout les 996 parce qu'il y avait Oui, des gros feux. C'était l'année des Modena et des 996 et des gros feux, alors que la 97 avait des... Elle avait deux problèmes, la 96. Elle avait effectivement les phares qui n'étaient pas très esthétiques, sauf sur les turbos où elle a été en phase 2, donc c'était un peu plus affiné, c'était plus joli. Et puis c'est le premier refroidissement à eau de Porsche. Ouais. Donc tous les Porsches ont dit ça, on le met de côté. ouais. Et en fait, toutes les séries un peu spéciales 996 maintenant, c'est-à-dire 4S Turbo, aujourd'hui commencent à revenir. remonter, Ouais, ouais. exactement. Après, l'arrière, elle était magnifique avec les aérations comme ça. Puis elle faisait un boucan, celle-là. Bref, c'était intéressant parce qu'on vendait toujours au même avatar client. Oui, c'est ce que tu allais dire, l'avatar Ouais, client. l'avatar client, c'était ceux qui achetaient des Porsche, c'était vraiment des casse-couilles. Dans le sens où ils s'achetaient le rêve d'une vie. Ok. On l'a fait après, par exemple, sur des Ferrari, etc. C'était même beaucoup plus facile. La Porsche, c'était en gros l'avatar client, c'est le médecin qui a à peu près 45 ans, qui a réussi sa vie et qui s'achète son rêve. Et il a jamais eu de Porsche, mais il connaît tout sur Porsche. Vraiment, il connaît toutes les options, etc. Et du coup, moi, je connaissais rien. Donc, j'ai appris comme ça. Et après, ce qui a été hyper intéressant, c'est au niveau vente. Parce que si tu veux, quand tu as 20, 21 ans, tu vois un mec de 45 ans qui s'y connaît mieux que toi sur la bagnole que tu lui vends. Au niveau négociation et rapport de force, au début, tu te fais un peu bouffer. Et puis après, ça t'entraîne. Ouais, au début, tu te fais un peu bouffer. Et après, ça t'entraîne Je me ferai avoir une seule fois. Et puis avoir plus confiance, etc. Exactement. Et ça a été un excellent, vraiment un des meilleurs entraînements pour apprendre à vendre, me donner confiance, etc. Et au-delà de ça, je pense que ça t'a aussi donné le réflexe que tu as aujourd'hui de te penser tout de suite à la sortie. En La fait. revente tout le temps, ouais, exactement. C'est-à-dire que tu vas dénicher quelque chose et tu penses déjà à qui tu vas le vendre. Exactement. Et ça, je pense que c'est un réflexe que dans la bagnole, tu es obligé d'avoir très rapidement et Exactement. qu'on doit appliquer à l'immobilier. Exactement. Nous, quand on fait de l'immobilier, quand on fait un produit, on se dit qui va nous acheter, quel est notre avatar client. Et on fait un produit par rapport à notre avatar client. Ok. Et du coup, t'es passé sur des Ferrari après? Et après, j'avais acheté, je me rappelle, F430 Spider. Pour moi, c'était le rêve. Elle était toute noire, intérieur noir, surpiqûre jaune. 489 chevaux. Ça peut être casse-gueule. Là, faut Vraiment. Et je savais pas, en fait. Bref, la petite histoire, si tu veux, c'est Ferrari à l'époque, ces voitures-là, elles avaient un problème d'embrayage. C'est-à-dire que l'embrayage avait un taux d'usure, ce qui a été gommé à partir de la 458. Par exemple, la Modena, elle avait la courroie et l'embrayage, et la 430, elle avait un problème d'embrayage. Enfin, pas un problème, mais elle avait un embrayage qui s'usait. Et l'embrayage, c'était 6000 balles. Heureusement, celle qu'on avait achetée, quand tu vendais ta voiture, on faisait un test d'embrayage, il lui restait encore 80%. Donc ça s'est bien passé, on l'a revendu même à Ferrari à Cannes. Mais ouais. Ah, tu l'as revendu à une concession? On l'a revendu à Ferrari à Cannes, ouais. On l'a acheté à Ferrari Turin, on l'a revendu à Ferrari Cannes. Et c'est vrai, quand on pense que plein de gens disent il n'y a pas moyen de faire d'argent. Non, mais là, c'est un exemple de ouf. oui. C'est-à-dire que tu l'achètes
à Ferrari dans un pays, tu la revends Turin. à Ferrari dans un Ouais. autre pays et tu gagnes de l'argent entre les deux. Ouais, quoi. puis tu roules avec, c'était sympa. C'est sympa. Du coup, j'étais jeune, j'avais 21 ans, on changeait tout le temps de bagnole, donc c'était cool. C'était rigolo. Ok. C'était rigolo. Après, c'était rigolo, mais il fallait pas la bananer parce que. Ça t'est arrivé? Non, des fois, peut-être les jantes qu'on égratignait, quoi que ce soit. Mais sinon, on faisait attention. Mais surtout que moi, si tu veux, pour les acheter, j'avais dû faire des crédits étudiants. Parce que ça coûte quand même des ronds. Donc j'en ai fait un, mais un, c'est 30 000. Donc j'en ai fait deux c'est 60, puis j'en ai fait 3, puis j'en ai fait 4. Donc je suis monté à 120 000 de crédit étudiant. Et puis là, quand j'avais 120 000 sur le compte, je pouvais aller chez Ferrari et acheter et revendre la bagnole. Mais non, au-delà de ça, ça a été hyper intéressant, premièrement au niveau du crédit étudiant, parce que ça m'a appris comment ça fonctionnait. Ça m'a appris sincèrement plein de choses. Plein de choses. Ok, hyper intéressant le crédit étudiant. C'est vrai que c'est un truc qu'on. Souvent, on le met pour l'IMO. Enfin, Mais on nous, le conseille pas parce que bon, déontologiquement, on peut pas le conseiller. On peut pas dire aux gens allez faire un crédit étudiant pour acheter des bagnoles. Moi, je le conseille à tous les étudiants, même moi, ceux qui étaient en alternance chez moi cette année, j'aurais dit faites des crédits étudiants parce que mine de rien, on vous donne de l'argent, c'est gratuit, vous avez 5 ans après pour commencer à le rembourser. Ouais. Cet argent-là, j'ai 2 alternants, ils ont acheté leur premier bien, ils avaient besoin d'apport, ils ont utilisé la partie du crédit étudiant. Et sincèrement, c'est pas quelque chose qu'on pourrait forcément prôner sur Internet, mais en fait, c'est ça. Déjà, la personne qui le fait, ça montre quand même une détermination et une vision qui est hyper positive. Mais c'est vrai que déontologiquement, on peut pas en faire la promotion. Donc c'est hyper chaud. Je peux pas le conseiller, mais après, moi, j'ai aucun problème pour dire les choses, dire aussi comment j'ai fait. Ouais, bien sûr. Et puis, ça plaît tant mieux, ça plaît pas tant pis. Ouais, on est d'accord. T'as raison. Puis après, la banque l'autorise. C'est un crédit qui assimile les consommations. Donc, du coup, il y a certaines banques qui accordent le fait que tu puisses l'utiliser. Pas toutes, mais il y a une bonne partie des banques qui, normalement, te laissent. Parce qu'il y en a qui veulent pas débloquer tout d'un coup. En fait, tu as des banques qui vont te demander obligatoirement comme un crédit de travaux, de débloquer sur facture. Ouais. Tu as des banques, en fait, le crédit étudiant, il est pour ta vie étudiante. Ouais. Il est pour l'école, mais en même temps pour ton loyer, etc. Moi, ma vie étudiante, c'était d'acheter et revendre des voitures. et tu faisais donc à l'année les voitures, parce que du coup, tu as arrêté les études à 21 ans, 20 ans. J'ai arrêté les études à 20 ans. Donc je faisais bateau. Bateau, ouais, exactement. Voiture, bateau. Et après, forcément, la step d'après, d'achat-revente, si tu veux, le problème de la voiture. Comment tu es venu ? Qu'est-ce qui a fait Mon frère, encore une fois, si tu veux, il a bossé dans une agence immobilière, il a acheté un premier studio transformant de pièces revendues. Et j'ai tout simplement recopié bêtement ce qu'il a fait. Donc l'idée, c'était pareil, voiture, bateau, et puis derrière, IMO. Ok, donc pareil, 22, 23 ans alors le premier achat, c'était à 21 ans. Ok. C'était à 21 ans, donc j'arrête l'école. Alors, en gros, mon frère, il avait arrêté l'école. Mes parents l'avaient un peu pourri. T'arrives à rien, aussi, etc. Non, SPEM. Ok. Même genre de... il a arrêté. Alors, pour lui, ils l'ont un peu pourri. Ensuite, le premier bien, mec, c'est nul ce que tu achètes, tu gagneras pas d'argent, etc. Puis à la fin, il a vendu, il a fait 100 000 balles de bénéfices. Et si tu veux, ils ont... Parce que tes parents, du coup, sont pas du tout dans l'immobilier. Alors, mon père faisait de l'immobilier auparavant sur Paris. Okay. Ensuite, quand ils sont arrivés sur la côte, ils ont fait rien à voir, la location de bateau. Du bateau, hein. Okay. Et c'est mon frère qui a relancé ça. Ensuite, j'ai refait la même chose. Ensuite, j'ai une petite soeur et un petit frère, ils ont refait la même chose. Et maintenant, toute la famille, mes parents, tout le monde fait l'immobilier. Okay. Voilà. Vous avez ramené tout le monde dans l'immo. Du coup, tout le monde est revenu. Ouais, exactement. Tout le monde du coup, l'agence Arto, tu es Arto Immobilier, c'est toi ou c'est ta famille ? Non, c'est moi. C'est que toi ? C'est moi. Alors, j'ai pas mes cartes, donc j'ai pris mon grand frère qui lui a ses cartes parce qu'il a fait 3 ans d'école de commerce, donc il a l'équivalence, donc il peut avoir les cartes. Ouais. Carte T, carte G. Exactement. Voilà. Donc, mais sinon, non, c'est pour les cartes, sinon c'est que moi. Ok, ouais, ça marche. Exactement. Et donc, du coup, tes parents aujourd'hui, ils ont arrêté le bateau ou ils continuent ? Non, ils ont arrêté. Donc là, c'est tout le monde. Tout le monde est marchand de biens dans la famille. En fait, tout le monde fait du marchand et je suis le seul qui fait autre chose. Autre chose, c'est quoi ? C'est 1, l'agence, et 2, tout ce qui est réseaux sociaux, marketing, communication, accompagnement et formation. Eux, ils font que du marchand. Et aujourd'hui, toi, la part la plus importante de ce qui te fait vivre aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les opérations que tu fais, c'est l'agence, c'est les réseaux, c'est un mélange de tout ? Alors, c'est différent. En gros, si tu veux, la partie marchand, quand ça tombe d'un coup, beaucoup. Beaucoup, ouais. Mais par contre, c'est plus long.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu veux, comme j'ai d'autres activités à côté, je fais plus de petites opérations rapides pour avoir un flux d'argent. C'est-à-dire que je me concentre sur des grosses opérations. Mais une grosse opération, faut pas rêver. Ça prend à peu près 12-14 mois. Ouais, c'est même Plus 14 mois. Des maisons, etc. Si tout va bien. C'est quand même assez long. Bon, même si là, j'ai fait des appartements où ça va plus vite. Donc, il y a cette partie-là, mais ça prend plus de temps. La partie accompagnement, formation, ça permet, si tu veux, d'avoir une récurrence. c'est un flux. Voilà, ça permet d'avoir une récurrence régulier, dans tes revenus où ça va tomber quasiment tous les jours. Et la partie agence, c'est plus saisonnier. C'est-à-dire que l'été, comme on fait aussi de la gestion locative de villas sympas, là, ça tombe toutes les semaines. Quand on fait une grosse vente, là, on a fait une belle vente, on a fait une vente sur un appartement à 6 millions qu'on a vendu. Là, c'est 240 000 euros de com. un peu plus. Vous étiez à plus de. T'es à 5%. Ah, vous étiez à 5%. Ouais. Ok, moi j'étais à 4. Voilà. Donc, On est à 5%, donc ça fait une belle 300. com, tu vois. Ok. Donc voilà, ça permet d'avoir un revenu qui est à peu près lissé sur l'année. Mais du coup, toi, aujourd'hui, parce que vous êtes pas mal en plus dans ton agence. Vous êtes combien? On est un petit groupe, on va dire. On va être une trentaine en tout. Ouais, c'est pas mal, On va une être une trentaine. trentaine. C'est des mandataires Alors, ou c'est des... pas que dans l'agence. Alors, ok. dans l'agence, on a... il y a du turnover dans une agence immobilière. Ouais. Donc, en ce moment, on a 3-4... on doit avoir 4 négos. 4 négos qui font transaction et en même temps gestion. Et ils font les deux? Ouais, ils font les deux. Alors, ils font les deux. J'en ai plutôt certains pro-gestion et certains pro-transaction. Mais après, si tu veux rentrer un produit, c'est le même travail que tu le rentres à la vente ou à la log, c'est le même boulot. Par contre, le gérer... Le quotidien n'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Voilà. Le gérer, ça n'a rien à voir. Donc après, en gros, on a une répartition. Tu l'as rentré, tu as pris 25 sur les 50%. Tu l'as géré, tu prends 25. Ok, tu as des règles définies sur Ouais, celui qui rentre le mandat. Exactement. Ok. Donc là, dans l'agence immobilière stricto sensu Arto Immobilier, vous êtes 5. Ouais, exactement. Ok. J'ai Peut-être une assistante? Ouais, j'ai une salariée. En fait, j'ai la responsable de l'agence parce qu'après, mine de rien, il y a tout ce qui est mandat, etc. Registre des mandats. Le registre à tenir, Voilà, il etc. y a tout, chose que je ne connais absolument pas. C'est elle qui gère ça très bien mieux que moi. Après, on a aussi un peu la partie marketing, donc on a des alternants et en même temps, moi qui gère cette partie-là, et puis les négociateurs. Ouais, donc vous êtes plutôt une petite dizaine alors finalement. Sur l'agence, non, en ce moment, on doit être 7-8, ouais, à peu près. Ok. Ça, après, C'est des mandataires ou ils sont salariés? Non, ils sont mandataires, ils sont négociateurs. Sauf, j'ai aussi des salariés, j'ai une salariée sur l'agence. Ok, donc du coup, tout le monde est... Ok, mais du coup, si vous êtes 30, alors... parce que là, on va un peu vite en besogne, on reviendra après, mais si vous êtes 30 et que vous êtes que 5 dans ton agence, enfin, ou 7, Après, il y a la partie accompagnement. donc sur la formation, Sur t'as la des coachs, etc., c'est ça? Alors, j'aime pas trop utiliser le mot coach. C'est qu'en fait, toute mon équipe avec laquelle je travaille au quotidien, architectes, avocats, etc., c'est ces personnes-là qui vont accompagner les personnes dans une thématique précise. J'ai pas de coach à proprement dit, mais C'est des professionnels qui vont former de temps en temps. Ok. En fait, dans l'accompagnement, en gros, on va avoir une personne qui rentre par exemple, et suivant où elle se trouve dans son parcours, elle sera en relation avec la personne adéquate. Tu veux t'es à la partie recherche de biens, tu es avec mon agent immobilier qui t'explique comment rechercher les biens, comment on fait la prospection, comment on rentre un bien dans l'optique de rentrer un projet rentable. Une fois que tu l'as trouvé, tu es sur la partie crédit, tu es avec mon courtier en crédit. Une fois que tu as eu ton crédit, tu es avec mon architecte et c'est mon archi qui te fait tes plans. Après, tu es avec ma responsable de travaux qui t'explique, qui va regarder les devis, qui va bien voir que tu n'es pas en train de te faire avoir, que tu prends les bonnes décisions. Donc finalement, tu mets à disposition toute l'équipe que toi, avec qui j'utilise tu travailles au quotidien, voilà. tu la mets à disposition dans ta formation. Exactement. Voilà. Donc on a Une sorte d'incubateur d'investisseurs immobiliers. Quoi. Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on va pas se mentir, et je suis le premier à le dire, même si j'ai un peu d'expérience, etc., on peut pas tout connaître. C'est impossible. Et le dire, ce serait mentir. Il y avait l'idée à la base où on faisait des formations où une personne expliquait tout. Aujourd'hui, moi, j'explique, bien évidemment, je connais dans la généralité toutes les parties, mais dans certains domaines, en fiscalité, je suis moins bon qu'un avocat fiscaliste. C'est pas possible que je sois aussi bon. Et donc, pour faire des plans, AutoCAD, etc., je maîtrise pas. Donc, je préfère mettre le meilleur face à la personne plutôt que le faire moi. Mais par contre, je vais apporter la touche un petit peu toujours marchand ou investisseur, parce que mine de rien, ces gens-là, si on les met séparés, on n'arrive pas forcément à une belle recette, et c'est avec la touche... Toi, t'es un peu le lion de tout ça, quoi. Exactement, voilà. Ok. Ouais, le chef d'orchestre qui gère tout ça. Mais alors, petite question d'un point de vue économique, du coup, c'est plus par curiosité personnelle, parce que du coup, toutes ces personnes-là, elles travaillent, j'imagine. Bah ouais. Et
enfin, je sais pas combien tu factures ta formation, mais si je sais pas, le négo, il doit passer 10 heures pour accompagner quelqu'un, à le former, etc. Il y a des heures de coaching maximum. Tu les payes 10 heures Non, je paye, ouais. Ah ouais, L'idée. Tu arrives à trouver ton seuil de rentabilité? J'arrive à trouver mon seuil de rentabilité. Pourquoi? Parce que premièrement, les personnes qui font les accompagnements, bah, elles ont leur réponse en général assez rapidement. Tu as un point fiscal à faire, tu n'as pas besoin de 15 heures de fiscalité. En 1 heure, ton problème il est réglé. Ouais, sur la fiscale, je suis d'accord. Mais par exemple, sur le. Deux exemples pour étayer le propos. Par exemple, la recherche. Ouais. Tu peux avoir quand même pas mal de petites questions. T'évolues, t'apprends. On t'apprend à mettre la stratégie de recherche. C'est pas toi qui vas trouver le bien. Ah bah non. Non. J'imagine que c'est pas eux qui vont trouver. Ouais. Mais même toute la strat, la personne peut revenir. Ah bah t'as vu, j'ai toujours pas trouvé, etc. Machin. Première chose. Et les travaux. Ouais. On sait bien qu'il peut y avoir des complications. Donc là où la personne peut y passer 1 heure ou 2, bah, finalement, si la personne a beaucoup de problèmes, elle peut y passer 5 ou 10 heures à l'aider. En général, la recherche d'un bien, en 1 heure, on arrive à tout transmettre. Après, en effet, comme tu le dis, la personne, elle n'est pas obligée de trouver tout de suite. Et souvent, on lui explique une première fois, elle revient, elle a des questions. Mais en général, en max 2-3 sessions, c'est intégré par la personne et après, c'est à elle de faire le travail. C'est à elle de faire la prospection. Nous, on lui explique tout. C'est à elle de faire le travail. Par contre, bien évidemment, ça demande quand même un minimum de boulot parce que nous, derrière aussi, on a un analyste. Ouais, vous allez vérifier les dossiers, non? Bien évidemment, c'est-à-dire que nous, on demande des dossiers. Donc, on nous envoie un dossier. Alors, on explique comment faire le dossier. Ouais. Mais derrière, on est obligé de le vérifier. Quand une personne, un dossier marchand ou un dossier investissement, c'est quoi? C'est prix de sortie, coût des travaux, prix d'achat. Donc, c'est-à-dire que si la personne estime correctement ces 3 coûts, ok, c'est bon. Si elle se plante sur son prix de sortie, bon, bah, l'opération est plantée. Sur son coût des travaux, l'opération est plantée. Donc, nous, derrière, on va vérifier ces Tu points-là. dois en avoir qui t'envoient 10-15 opérations avant d'en trouver une correcte, non? Pas forcément. Non, pas forcément parce qu'on leur explique correctement. Et en général, mine de rien, bah, ils font quand même le travail un minimum correctement. Parce qu'en plus de l'accompagnement, à la base, ils ont accès à ma formation. C'est-à-dire qu'ils font toute la partie théorique avec la formation. Donc, ils sont déjà un minimum formés. Donc, tu as 2 prestations. Tu vends ta formation, 1000, 1500, 2000 euros, j'imagine. Voilà. Quelque chose En comme fait, ça. j'ai la formation et l'accompagnement. Mais quand tu prends l'accompagnement, Tu as systématiquement l'information. tu as systématiquement l'information. Et c'est quelque chose qu'on va te demander obligatoirement de regarder. Par exemple, hier soir, j'étais en accompagnement avec des personnes. Donc, je suis allé directement le faire chez eux. Ces personnes-là n'avaient pas encore regardé la formation. Donc là, c'est sûr que on perd un petit peu de temps. Mais en général, c'est vous regardez la formation. Ah, c'est toi qui les prends directement en coaching en plus? Des fois, oui, je les prends moi. Ouais. Okay. Moi, j'aime bien prendre les cas qui sont très compliqués. En gros, tu n'as pas d'argent. C'est vraiment la merde. J'aime bien. Ou alors, les super gars, super cas, ils ont de l'argent, etc. Voilà. Okay. En général, maintenant, je vais me focaliser là-dessus. Pas d'entre-deux. Profil atypique. Ouais, exactement. Profil atypique, ouais. Et elle coûte combien si on prend que ta formation et ou l'accompagnement? C'est à quel Alors, l'accompagnement, on est un peu moins de 12 000 euros. Ok. Voilà. Et en une fois non, plusieurs fois. Ok, plusieurs fois. Et la formation, on va être sur 2 000 euros. Okay. Sachant que si tu veux, sur l'accompagnement, par exemple, on n'a pas que la partie accompagnement. En gros, on propose l'écosystème. Donc, tu rentres dans l'accompagnement, tu as les coachings, tu as la formation. Nous, comme on a une équipe qui cherche des projets rentables, bah, mine de rien, on en sort quand même au moins 2-3 par mois. Donc, on propose des projets directement. On propose aussi de t'accompagner pour les fonds. Tu as un projet, il te manque de la capacité d'emprunt, et ben on va te mettre en relation avec une autre personne de l'accompagnement qui, lui, a la capacité d'emprunt, mais qui n'a pas le projet. Donc, on arrive à faire beaucoup plus sortir de projets qu'une personne classique. L'inverse, tu n'as pas de fonds propres, tu as besoin de fonds propres pour ton opération. Nous, on va te lever une partie de fonds propres avec des intérêts. En fait, pour moi, si tu veux, c'est ça qui a énormément de valeur. Avec du crowdfunding, par exemple, et tu t'intègres dans le projet? Soit avec du crowdfunding, soit avec d'autres personnes qui ont des fonds, contrat d'émission d'obligation entre les deux, ou prêt, et derrière avec une rémunération. Et je te prends un exemple très simple. Hein. On envoie un dossier sur Cannes. On envoie un dossier sur Cannes, un appartement à rénover, vue mer, etc. J'ai 2 personnes qui m'appellent. Enfin, j'ai plein de personnes qui m'appellent. Les 2 qui m'appellent me disent voilà, je veux faire le dossier, j'ai pas la capacité d'emprunt. Et il me manque un peu de fonds. On met les 2 en relation. Derrière, juridiquement, comment on fait? On borde avec l'avocat. Donc, on fait la session avec l'avocat, pacte d'associés, SAS. Je les mets en relation avec une banque que je connais, qui est la Caixa à Beau-Soleil. Ils ont leur crédit, ils ont les fonds. Tu finances avec Caixa, toi? Je finance avec la Caixa, ouais, okay. Ouais. Et ils font le projet. Et ça, en réalité, pour moi, c'est ce qui a le plus de valeur. Bah oui. Il y a ça, et puis il y a aussi le fait que la personne qui a mis 12 000 euros, elle passe à l'action.
Oui, Mais en fait, parce qu'en fait, le gros souci des formations de manière globale, et quand on côtoie des gens, moi, le nombre de personnes que je côtoie qui me disent je veux investir dans l'IMO comme toi, je veux faire des. Et qui le font jamais. Mais le jour où ils ont mis 12 000 balles dans une formation, bizarrement, ils sont déjà un peu plus engagés. Alors, bizarrement, en réalité, Pas tant que ça. non, pas tant que ça, Ok. à tel point que si tu veux, au début, quand j'accompagnais les gens, t'oses pas trop donner un peu des directives, tu vois. Ouais. Si tu veux, c'est le client. Maintenant, je suis strict. C'est-à-dire que aussi, ouais, du coup. tu fais la session, t'as pas fait tes devoirs, entre Tes guillemets. devoirs, ouais. C'est pas des devoirs, c'est du concret. Ouais. Et moi, le concret, par exemple, pour la session prospection, moi, j'ai un tableau, c'est-à-dire que j'explique aux gens comment prospecter. À la prochaine session, tu es obligé de me montrer que tu es allé voir au moins 30 apporteurs d'affaires. Et je veux les noms sur les tableaux. Tu es allé voir 30 apporteurs d'affaires. Ensuite, je veux que tu aies fait au moins 5 offres en tapant les prix, mais je veux voir les offres. Tout ça, je veux voir. Sinon, On passe pas au niveau supérieur. Ça sert à rien. C'est-à-dire que moi, te parler, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent après des conseils sur des choses. C'est beaucoup trop tôt, ça sert à rien que je te parle d'architecture, de fiscalité. Déjà, trouve ton projet, tu vois. Fais ce qu'il faut faire. Et au début, j'étais un petit peu laxiste sur cette partie-là. Maintenant, je suis intransigeant. Mais c'est comme ça qu'on a des résultats, en fait. C'est comme un prof, s'il dit rien aux élèves... Ben... Et très concrètement, parce que toi, ça fait un petit moment que tu es présent sur les réseaux, etc. Aujourd'hui, c'est combien de personnes dans tout ton écosystème et combien de projets réalisés juste sur 2023 pour qu'on voit la différence entre les deux? Je saurais une idée à peu près. Je saurais absolument pas te dire. Okay. Ouais, j'en aurais aucune idée. Bah, sur l'accompagnement, forcément, si tu veux, c'est quelque chose qu'on a lancé là. Donc, c'est récent? Ouais, c'est très récent. On a vraiment lancé, on va dire, à partir de mai-juin. Ok. On a déjà pas mal de personnes qui ont acheté, etc. Après, dans l'accompagnement, j'ai des histoires qui sont incroyables. Ah bah, on t'écoute. C'est parti. Et je suis pas là pour raconter des conneries. Hein. J'ai une personne, je tiens à le dire, c'est quelqu'un d'intelligent. Je préfère le dire parce que... Donc, pas de capacité d'emprunt. Okay. 0 sur les comptes. OK. Alors, quelqu'un qui a gagné de l'argent, qui a de l'argent, qui était placé dans sa résidence principale. Okay. Il quitte son boulot, il veut faire que du marchand de biens. Une personne d'une trentaine ou quarantaine d'années. 47. Okay. Donc, je le forme uniquement à faire que cette partie-là. Aujourd'hui, c'est une personne qui sort pour 22 millions de chiffre d'affaires. Alors, c'est du chiffre d'affaires. Tu l'as formé quand? Un peu plus d'un an. En un an? Ouais. Comment? Bah, il a fait que de la prospection. Sur la partie prospection, il a trouvé plein de projets rentables. Derrière, on apporte les financements, on apporte les groupes, etc., qui vont financer. Il est devenu ton apporteur d'affaires dans un premier temps. Bah, aujourd'hui, j'ai plusieurs dossiers avec lui. Maintenant, il n'y a plus besoin de moi. Oui, mais voilà. Mais au début, en fait, voilà, exactement. Okay, en un an. Donc, tu l'as rentré Alors, un an, attention, le temps que tout vendre, si tu veux, ça prendra 2 ans avant d'arriver à ces chiffres-là. Là, il n'a pas revendu encore. Là, il est dans la période d'achat encore. Là, il y en a qui sont terminés, des projets qui sont terminés, il y en a qui sont en cours de terminer. Mais il y a pour 22 millions de chiffre d'affaires. Alors, attention. Il est passé de... C'est du chiffre d'affaires, pas du bénéfice, et il ne prendra pas tout le bénéfice pour lui. Forcément, c'est des investisseurs. Voilà, mais si tu veux, il va lui rester au moins 1,2 million dans la poche, quoi. Ça. Et puis l'idée, c'est de dire trouver des projets rentables. Il y aura toujours quelqu'un pour s'associer avec vous pour le faire. En réalité, moi, c'est ce que je dis. C'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Exactement. Et c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui je lance l'accompagnement aussi en toute transparence. C'est quoi mon intérêt à moi? Mon intérêt, je forme les personnes à trouver des projets. Ouais. Moi, demain, imagine, je te forme, tu m'apportes un projet, je dis des chiffres comme ça, 500 000 euros, t'as pas les fonds, le projet est d'enfer. Bon, bah ok, soit moi, je mets des billes, soit je te mets en relation et je prends des billes dedans. Bien sûr. Et en fait, l'avantage, c'est que ça te permet en gros d'avoir des développeurs fonciers, un peu des personnes qui vont chercher des biens pour toi. Bien sûr. Et derrière, si toi, tu maîtrises la partie levée de fonds investisseur, t'as plus de limite. Bah, bien sûr. Voilà. Non, mais t'as raison. Et en fait, c'est trop bien. Et du coup, tu as voulu développer cet accompagnement pour avoir des personnes un peu plus engagées parce que tu sens que les résultats sont plus importants que sur la formation ou qu'est-ce qui a fait que tu as voulu... Non, moi, j'ai vraiment développé ça parce que pour la simple et bonne raison que, comme je viens d'expliquer, ça me permet d'avoir ça me permet d'avoir accès à plein de dossiers. Aujourd'hui, tous les dossiers que je fais, c'est pas moi qui les cherche. C'est les personnes que j'ai formées qui me les apportent. Donc là, par exemple, je vais avoir... exemple, là, j'ai 2 villas sur la côte que je fais comme ça, plus un terrain. Donc un terrain, on va faire une villa contemporaine. En tout, il y en a pour 12 de CA. Je n'ai pas cherché ces projets-là. On me les a apportés justement via les personnes que j'ai formées. Donc moi, j'apporte... En plus, pour toi, c'est facile parce qu'ils ont été formés par toi. Donc normalement, ils ont les mêmes critères que toi. Exactement. Après, bien évidemment, on vérifie. On m'apporte des fois des trucs pas terribles. Mais j'ai simplement à dire, OK, j'y vais.
Et moi, derrière, je gère la partie en même temps levée de fonds. J'ai lancé aussi une foncière Ouais. pour pouvoir lever des fonds. Et c'est ce qui est génial. Et tu lèves les fonds où en ce moment? Parce que du coup, là, tu nous avais expliqué, on peut donner le chiffre de la foncière que tu as levé ou pas? Oui. Ouais. Là, tu vas lever 380 000, donc quasiment 400 000 euros. Tu vas chercher, parce que là, pour faire 22 millions, pour que surtout si c'est sa première année, on va lui demander, sauf si ses associés sont solides en face, mais en gros, au moins 30 à 40% d'apport. Les associés sont très solides. C'est pas des associés dans les participants. Ça va être des gros groupes, c'est des foncières, c'est des gros marchands. Des family office. Exactement, voilà. Donc, c'est celle que. Oui, tu t'as fait avec le contact d'Emeric, non? Il y a le contact d'Emeric et il y en a d'autres aussi. Okay. Et en fait, ces personnes-là vont apporter du financement, etc. Donc derrière, on peut faire des choses cool. Ok. Voilà. Et toi, tu mets en relation, et donc du coup, toi, tu t'occupes de la mise en relation, tu mets directement l'investisseur en relation avec ses family office. Alors, moi, je m'occupe je les mets directement en relation, soit ça m'intéresse, je me mets aussi dedans, forcément. Ouais, bien sûr. Voilà, je me mets aussi dedans. Tu fais quoi? Tu prends genre 10% ou 15% du projet 10, 15, 20, 25, ça dépend. Tu mets de l'argent, toi, ou t'en mets pas? Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Ok. Et du coup, tu drives des choses ou non, tu laisses. En fait, c'est vraiment c'est projet par projet. Il y a des projets où je drive, des projets où je fais rien du tout. Ça dépend des projets. Ok. Mais c'est cool. Hein. Si vous voulez vous lancer en tant que marchand de biens, j'ai pas expérimenté personnellement la formation, mais il est clair que ce que tu dis, en ayant un œil pro de l'immobilier, je pense que c'est une bonne manière en fait, c'est génial parce que de pouvoir accélérer de manière assez importante. Hein. En gros, c'est ce que je dis aux personnes. Alors attention, c'est pas non plus une personne qui n'a jamais investi dans l'immobilier. Je vais pas le lancer sur un projet à 3-4 plaques parce que même mentalement, etc., ils suivront pas. Mais une personne qui a déjà fait des projets, etc., qui veut passer à la step supérieure, ok, plutôt que de te cantonner à faire un truc à 300-400, si tu es dans le bon secteur, etc., va taper des projets à 1, 2, 3. Et derrière, tu en ressortiras que beaucoup plus grand. Et puis, l'apprentissage et puis les sommes, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut débuter en immobilier? Parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de commencer par le marchand de biens? Alors, en aucun cas, je conseillerais à quelqu'un de commencer par une société de marchand de biens. Premièrement, ce n'est pas possible. On arrive sur la ligne jaune, je préviens. Non, premièrement, c'est strictement impossible. Bien sûr. Pour la simple et bonne raison que si on commence, on n'a pas d'argent. Sauf si tu t'associes, comme tu disais. Alors, là, c'est différent, mais on va dire que... Si tu veux commencer tout seul. Ouais, tout seul. Donc, on va dire que tu as 0 sur le compte, ou peut-être 10-15 000 balles. La banque, tu as ta société de marchand, tu vas la voir. Bonjour, je suis marchand de biens, je veux emprunter. Vous avez 20% d'apport? Non. Vous avez de l'expérience? Non. Merci, au revoir. Par contre... L'expérience, comment ça se matérialise, même si on l'a déjà dit plein de fois. En général, les banques, ce qu'elles demandent, c'est au moins 2 projets réalisés. Voilà. Et les 2 projets que tu dois réaliser, vous allez nous dire, mais comment tu fais? Parce que si tu n'as pas le droit d'être financé sur le premier, c'est là où tu arrives et tu vas expliquer que en tant que particulier, résidence principale ou investissement locatif, que tu dis que tu fais du locatif et hop, tu as changé d'avis, ça se vend. Exactement. Alors, par contre, pour répondre à ta question, une personne qui commence, je lui conseille, mais à 200%, de commencer par l'achat-revente et pas par l'investissement locatif. Et surtout encore plus aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que vous allez peut-être me trouver la solution, mais moi, même 10% de rentabilité avec des taux à 5%, je vois pas comment à la fin de l'année, il te reste de l'argent. Alors que si tu fais une opération d'achat-revente, résidence principale ou résidence secondaire, si tu fais les choses correctement, tu sors au moins, allez, on va dire un 40-50. Même un petit projet, tu vas sortir un 30 de marge, 30 000 euros. La première année, tu as 30 000 euros. Deuxième année, tu vas essayer d'avoir 40-50. Troisième année, allez, peut-être 70. Juste pour à la fin des 3 ans, tu as quelque chose, tu as un petit pactole, et après, tu peux faire des choses. Pour du locatif, tu t'enrichis pas sur le moment, néanmoins, ça te permet de... du patrimoine. Voilà, c'est ça la grosse différence. Mais la problématique, c'est que si tu as un petit salaire, on va pas se mentir, surtout aujourd'hui, encore il y a 4-5 ans, c'était différent. Aujourd'hui, si tu as un petit salaire, tu fais ton crédit en locatif, tu en fais 1, 2, puis après, t'es mort. C'est clair. Donc tu fais quoi? Si tu veux, tu as ton patrimoine qui dans 20 ans va se payer, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? En fait, ça dépend de tes objectifs. Si tu as vraiment envie de changer de vie, c'est clair que juste faire un locatif, ça va pas changer ta vie. Si par contre, tu veux juste investir pour ta retraite ou que tu veux commencer à toucher à l'immobilier, rien ne t'empêche aussi de faire un premier locatif, d'anticiper la revente, de pas forcément le vendre tout de suite et de commencer à capitaliser et puis au bout d'1 ou 2, 3 ans, le revendre et potentiellement évoluer sur un autre projet. Oui. Mais par contre, tu vas pas t'enrichir en faisant du locatif, sauf si,
et tu utilises le même principe qu'en marchand de biens, tu t'associes avec des personnes et tu vas investir et t'investis de manière massive en locatif. Exactement. Et là, tu peux trouver aussi des leviers Oui. leviers financiers Après intéressants. des leviers, tu peux toujours en trouver. Mais vraiment, une personne qui part de zéro, pour moi, lui dire que tu vas devenir riche et tu vas vivre de l'immobilier en 2-3 ans avec du locatif, au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Enfin, mais c'est compliqué, et même avant. En vrai. et même avant, faut pas rêver. Même avant. Avec des taux à 1%, c'était un peu plus facile. Avec des taux 1% et des différés bancaires, tu faisais des choses si tu Tu te veux. débrouillais. En fait, tu cumulais effectivement le différé bancaire, des Voilà. taux à 1%, des zones où il y a des vrais dysfonctionnements de marché, où tu Exactement. trouves du 12-15%, et il y a une Clairement. vraie demande locative. Des fois, quand tu arrives aussi à rajouter un effet marchand de biens dans l'opération, Oui. c'est-à-dire que tu règles un problème, tu optimises le bien, oui, Ouais. on pouvait faire des choses. Et surtout que tu pouvais réemprunter plus facilement. On se servait de tes Voilà. loyers. Maintenant, ça se fait beaucoup moins. J'ai changé d'avis sur ça. Et à 5%, les conditions sont plus les mêmes, Ça n'a les rien. règles du jeu sont plus les mêmes, et effectivement, s'enrichir avec du locatif aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est un. À court terme. À court À terme, long c'est terme, un oui, problème. il faut en faire. Je suis le premier à le dire. Mais en 3 ans, si tu veux vivre de l'immobilier en partant de zéro avec du locatif comme ça, aujourd'hui, c'est possible. Mais encore, il y a 4-5 ans, tu faisais des différés, t'empruntais, comme tu dis, tu faisais du 12-15% de rentabilité, t'en faisais 1, 2, 3, 4, on en a vu plein qui s'enchaînaient. Tu allais jusqu'à Les 800 mecs, 000, 1 million de crédit. Exactement, ils quittaient leur boulot, ils avaient 4000 balles de cash flow, et c'était très bien. Mais à l'instant T maintenant, Plus compliqué. bonne chance. Et encore, on sait bien aussi que ça restait quand même théorique parce que tes 4000 euros de cash flow, tu les as pendant un petit peu au départ. Mais au bout de 5 ou 10 ans, tu peux te taper une toiture quand tu as acheté un immeuble en campagne. Tu as une réno parce que ton locataire, il est Moi, imparfait. ça, je le voyais en backstage, tous les gens comme ça qui disaient sur les réseaux, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et puis derrière, ils disaient, mon locataire, il m'a pas payé. Mon frigo, il a dû changer, j'ai dû repayer, etc. Après, tu as Visal maintenant Mais pour bon. les locataires. Ça, c'est Oui. quand même vachement intéressant hein, pour les paiements, je trouve. Enfin, pour moi, ça a été vraiment. Mais encore une fois, je casse absolument pas l'investissement Mm. locatif. Pour moi, c'est le meilleur placement qu'on devrait tous faire. Et je suis le premier à en avoir aussi. Il faudrait juste qu'on soit pas limité en termes de financement. Mais il faut pouvoir, au début, un minimum, commencer à capitaliser. Commencer par ça avec un tout petit salaire. Il vaut mieux commencer par ça que par rien du tout. Mais C'est un DCA forcé, en fait. voilà. C'est de l'épargne forcée. C'est là que c'est. Exactement, voilà. Dans tous les cas, c'est bien, attention. Mais si on veut vraiment devenir un pro d'immobilier, Oui. expert, Si etc., on veut en vivre, le marchand de biens est peut-être l'une des routes les plus rapides. Et en même temps, les plus. Je vais faire, après, je vais attention. faire la promotion de ce que tu fais, mais c'est des plus dangereuses aussi. Attention à pas faire n'importe il quoi. faut pas faire n'importe quoi. C'est un vrai boulot. C'est pour ça que Je suis pas en train de dire que c'est facile, que n'importe qui Ouais. peut être marchand. C'est un vrai travail. Est-ce que tu pourrais nous parler des gens qui se sont crus marchands il y a 5 ans? Mais même maintenant, il y en a plein. Oui, mais aujourd'hui, ils se font du mal. Il y en a plein. Il y en a plein. Pourquoi il y en a beaucoup? Parce que, bah, tiens, en parlant d'il y a 5 ans, il y en a beaucoup qui ont acheté, qui aujourd'hui ont des biens à la vente et viennent nous voir, bah, j'arrive pas à vendre, etc. Bah, là, on a un marché qui recule un petit peu. J'arrive pas à vendre, etc. Bah ouais, mais Coco, t'as acheté dans un truc pourri, t'as fait une réno qui tient pas la route et t'as pas visé. Et t'as réglé aucun problème. T'as réglé aucun problème et t'as pas d'avatar client qui va t'acheter ton truc aujourd'hui. Bah, tu te le gardes sur les bras. Entre guillemets, c'est un peu normal, tu vois. Donc, pour ça, de toute façon, comme on dit, en placement. On fait pas du marchand n'importe où, n'importe comment. On valorise vraiment, on négocie vraiment un prix. Moi, j'ai vu des projets de personnes, je me disais, mais qui va venir t'acheter ce truc, quoi? T'es entre deux montagnes, tu vois jamais la lumière, c'est sombre à mort, tu fais des travaux pas possibles, tu dépenses un fric fou, mais faut arrêter, quoi. C'est quoi du coup l'opération? Parce que tu parlais d'avatar client, tu avais l'air de le connaître par cœur pour les voitures. Ouais. C'est quoi l'avatar client avec qui tu te sens le plus à l'aise? Et justement, pour quelqu'un qui commence en tant que marchand de biens aujourd'hui, qui nous écoute ou qui souhaiterait commencer, c'est quoi ce que tu conseilles qui peut être le plus simple et qui peut s'appliquer à peu près partout en France dans la mesure du possible? Ok, alors, l'avatar client parfait, pour moi, il faut aller sélectionner des secteurs premium, où il y a de l'argent. Alors attention, on peut très bien avoir un studio à 50 000 euros premium. Quand je dis ça, c'est pas forcément en termes de montant, c'est en termes d'emplacement. Là, on l'a vu, il y a il y a eu un ralentissement du nombre de transactions. Le nombre de promesses qui a été signé est quasiment identique, mais par contre, le nombre de promesses qui sont allées au bout, c'est complètement cassé la gueule. Pourquoi? Parce que la moitié n'a pas eu son crédit. Donc nous, on va viser quelle moitié? Celle qui n'a pas eu son crédit ou celle qui a eu son crédit? On va viser... Même celle qui n'a pas de crédit à faire. Exactement. En fait, on va viser justement ceux
qui ont de l'argent. Alors, ceux qui ont de l'argent, tout est relatif. Ça va dépendre du secteur, etc. Mais on va viser des emplacements minimum. De toute façon, c'est ce que j'explique, j'invente rien. C'est l'emplacement. Nous, on te pose juste les questions pour donner de l'information, mais bien sûr. Pour faire illusion. Hein, c'est tout. Ouais. Ce que j'explique, en fait, c'est tout le monde devrait le savoir. On achète dans les bons emplacements. Un bon emplacement, même un appartement, c'est quoi? On évite un appartement plein nord, on évite un rez-de-chaussée avec du bruit, on prend un appartement avec de la lumière, avec un lumineux, avec un extérieur si possible, etc. C'est des choses qui sont extrêmement basiques, mais que les gens oublient, qui se sont dit, bah tiens, je me sens en tant que marchand de biens, je vois un rez-de-chaussée plein nord qui est intéressant. Parce que c'est plus facile dans la tête des gens, parce qu'ils le trouvent plus vite, parce que justement, ils se commercialisent moins. Et là, l'opportunité dont tu parles, ils ont plus de mal à la trouver. Et donc, c'est la facilité d'aller acheter ça. Exactement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 95% des investisseurs, ils vont essayer de trouver leur bonne affaire sur le bon coin. Mais même le boulanger du coin, n'importe qui, personne ne va acheter son bien 3 fois le prix. Donc, tout le monde va utiliser le même canal pour trouver un projet rentable. Et c'est ce que je dis à tout le monde. Aujourd'hui, n'importe quel investisseur, 95% des investisseurs vont aller chercher le même bien et utilisent le même canal. Si tu fais comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Il faut chercher des canaux différents, chercher des types de biens différents, des biens où tu apportes de la valeur. Et c'est là où tu vas trouver des projets. C'est comme ça que tu vas pouvoir faire des ronds. Mais sinon, bon courage. Et le bon coin, c'est pas une finalité, c'est un vecteur. C'est-à-dire que c'est un vecteur pour rencontrer des partenaires, pour rencontrer des agents immobiliers, aller voir des biens et des fois qui sont présentés trop chers, mais qui peuvent des fois se négocier. Exactement. Le prix, hein. C'est un vecteur. C'est un vecteur. C'est pas. Exactement. Vous dites pas, c'est la. Ah bah j'ai été voir sur le bon coin, il y a rien. Y a rien. Non mais ça c'est pas possible. Donc faut pas hésiter à créer son opération. Hein. T'as déjà eu des négos, toi, ou sur le bon coin, par exemple, un appartement. C'était une opération que j'ai fait en 2018-2019. Appartement, Cannes, vue mer panoramique, toit terrasse, vue mer, etc. Et en fait, il était en vente, je me rappelle, à 620 000 euros. La photo était tellement pourrie sur le bon coin que je me suis dit, la personne qui a mis ça ne sait pas la valeur de son bien. 620, je l'ai fait tomber à 450. Parce que il a tellement mal mis en valeur son bien qu'au final, personne n'a appelé. J'y suis allé, c'était une longue négociation et j'ai réussi à l'avoir comme ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver des affaires. Mais c'est pas une finalité. il n'y a pas que ça en réalité. Et les gens me disent, mais comment je fais? En fait, si tu t'ouvres tout le champ des possibles, il n'y a pas de meilleure solution. La meilleure solution, c'est de faire le maximum. Et c'est comme ça que tu auras des projets. Pas d'a priori et tout ouvrir. Exactement. Avant qu'on continue sur la suite, après tes 22 ans, parce qu'on s'était arrêté là, tu as 2 autres histoires. Je dirais pour avoir un top 3, on a eu celui dont tu nous as parlé tout à l'heure qui a levé 22 millions d'euros, vu qu'on a eu pas mal qui ont circulé dans ta formation, ton accompagnement, etc. Tu en as 2 qui te viennent en tête, là, qui ont fait des... Alors, j'ai une autre histoire qui est complètement différente, mais qui m'a plus touché. Une petite nana qui devait avoir... c'était pas un accompagnement, c'était à l'époque de la formation, qui devait avoir peut-être 18-19 ans. Je faisais un petit événement, des fois j'organisais des événements, je rencontre des gens, c'était à Biarritz. Donc la nana vient me voir, elle avait économisé je ne sais combien de temps pour acheter ma formation, elle faisait 3 boulots en même temps. Je ne vais pas dire qu'elle bossait chez McDo, mais peut-être, je sais pas, elle était serveuse, elle faisait femme de ménage en même temps, plus un autre truc, elle multipliait 3 boulots. Grâce à ça, elle a acheté ma formation, en même temps elle faisait vivre sa mère qui n'était pas dans un super état. Et acheté son premier studio, revendu, elle a peut-être fait 20 ou 30 000, mais je trouvais l'histoire... Ça a plus de saveur. Hyper touchante, vraiment, tu vois. Et bah, j'avais été surpris, impressionné, tu vois. Et t'es toujours en contact avec elle? Non, je suis plus en contact avec elle, mais belle histoire. Histoire. Et il n'y a pas longtemps, à peu près le même type d'histoire, je faisais un séminaire je suis intervenu à un séminaire à Rennes. Ouais, de Rand Compagnie. Exactement. Ouais, voilà. Avec Tony Jazz était juste avant. Et Tony Jazz était le soir. Il était, ouais. Et juste avant, il était sur le podcast. D'accord. Okay. 2 heures avant. Il est arrivé en retard. Okay. C'est pour ça qu'il est arrivé en retard. D'accord. Il avait trop de choses à dire. Ok. Et ben voilà. C'est lui dont on parlait tout à l'heure quand je disais pas d'anecdote à 25 ans. Tu l'as vu à cette Je l'ai vu, je le connais un peu, ouais. Et du coup, pareil, un jeune, 25 ans, il m'a dit, j'ai suivi ce que tu as dit, etc. Donc, première opération à 21 ans, et tout. Il était, j'allais dire pion, surveillant dans une école. Voilà, il a quitté son boulot, il m'a dit, là, la dernière opération, elle me revient à 500 et je la mets en vente à 1 million. Et je ne vais pas dire que c'est grâce à moi, mais il a suivi la formation. Après, il s'est bougé le cul de son côté, etc. Tu vois. Mais pareil, une belle histoire. Donc non, on a des belles histoires et surtout, des fois, il y a des gens sur qui on ne miserait pas forcément à la base.
Et derrière, on se rend compte quand on parle avec eux, etc., qu'ils ont des parcours et des histoires de famille très difficiles. Et ils arrivent à des choses. Est-ce que à l'inverse, alors j'imagine que c'est pas la promotion de ce que tu fais, mais parce que ça existe, Ouais. est-ce que tu as des histoires, une histoire ou 3 si tu veux, mais un peu plus compliquées pour montrer que c'est pas un métier facile et malgré le fait que tu puisses accompagner, ça peut arriver. J'en ai même qui me racontent des conneries, qui me mitonnent, qui me disent tiens, j'ai acheté, j'ai revendu tant, et puis tu le vois sur le bien, il est toujours sur le bon coin à 4 fois moins le prix qu'il m'annonce, tu vois. Donc ça, j'ai envie de dire, mais pourquoi vous me racontez des conneries? Enfin, c'est stupide. Donc j'ai aussi l'inverse. Alors, les gens qui se bananent, j'en ai pas qui sont à me dire tiens, je me suis planté, etc. Mais t'en as qui foutent rien. T'en as qui vont acheter une formation juste pour dire je suis dans la formation, j'ai acheté de la formation, etc. Mais qui font pas grand chose. Pas de passage à l'action. Exactement. Et puis tu les vois année après année, ils essaient toujours d'en savoir plus, d'en savoir plus, d'en savoir plus. Mais après, moi, je leur dis, aujourd'hui, vous en savez beaucoup plus que moi que quand j'ai commencé. Et même beaucoup plus que moi avant que je lance ma formation. Il y a un vrai fléau sur ça. Hein. Des gens qui connaissent toutes les formations, tous les livres, toutes les séries. Ça tout. rien, ouais. Mais par contre, qui sont jamais passés à l'action. Non, jamais. Et j'en ai comme ça aussi, tiens, un exemple, en accompagnement. J'ai une personne, pareil, qui se forme et tout ça, mais qui a des vrais... D'ailleurs, c'est un sujet hyper intéressant. Pour moi, la connaissance immobilière dans une opération, elle a peut-être que 20 ou 30% de valeur. Pour moi, ce qui est important, c'est les compétences humaines, en fait. C'est votre manière de vous exprimer, c'est votre confiance en vous, c'est toute cette partie-là qu'on oublie souvent de transmettre. En réalité, moi, ce que je parle d'immobilier, dans votre opération, ça a de l'importance. Mais c'est peut-être 30%. Le reste, c'est vous. C'est vous qui devez faire la différence. Et j'ai certaines personnes... Comme dans la vie de manière générale. Hein. Comme dans tout. Il y a une stat qui disait que 20% des compétences te permettent de performer en étant salarié dans une structure d'entreprise. Le reste, c'est que du savoir-être, du savoir-faire, de l'échange, etc. Exactement. Qui fait que tu évolues dans les échelons. Imaginons demain, je suis agent immobilier, j'ai 2 marchands de biens qui viennent, qui me proposent la même chose. Vers qui je vais aller tout simplement? Vers la personne que j'apprécie le plus, qui a l'air plus sympa, etc. Dans le fond, qu'elle connaisse plus la fiscalité, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, ça reste l'humain. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on met, et même moi le premier, on met pas assez avant. Qui respecte ses engagements. Il y a plein de gens qui ont peur de négocier. Tant que tu négocies et que tu vas au bout de ce que tu dis, ça ne dérange pas. Voilà. Par contre, si tu négocies et qu'après tu plantes, ça c'est relou. Voilà. Donc on va dire que le facteur humain est hyper important. Et j'ai des personnes, justement, alors je ne suis pas un coach de développement personnel, loin de là, mais je leur dis, stop l'immobilier, là, faut que tu travailles sur toi, il faut que tu apprennes à parler, il faut que tu apprennes à moins avoir peur, il faut que tu aies confiance en toi, etc. On va faire d'autres choses, mais l'immobilier, on le verra par la suite. Et ça, c'est intéressant à prendre en compte aussi. Ok, hyper intéressant. T'as des clients qui sont... mais c'est normal, hein, et c'est bien aussi que tu prennes cet axe-là, et peut-être que du coup, ça leur fait du bien aussi de prendre l'accompagnement plutôt que uniquement la formation. Exactement. Tu proposes des rendez-vous annuels, ce genre de choses? Vous avez un groupe, très concrètement, cet accompagnement, on propose des rendez-vous annuels, je fais des rendez-vous aussi physiques. Justement, personnellement, moi, les accompagnements, les coachings, je préfère faire les sessions en physique qu'en visio. Et après, on fait des rencontres. On fait pas mal de petits événements, même à titre gratuit. Enfin, simplement. Est-ce qu'en comparaison, tu dois connaître un peu l'écosystème du mastermind? Est-ce qu'on peut dire que c'est un mastermind pour les marchands de biens, quelque sorte? C'est un accompagnement pour les gens qui veulent investir. On a des marchands de biens, on a des gens qui font du locatif, on a des gens qui veulent se lancer. On a tous les profils. Voilà. Okay. Le seul profil que j'ai besoin, que je veux, c'est une personne qui soit motivée. Ouais. Voilà, c'est la seule chose que je veux. Voilà. On pourra tout faire pour toi, mais sauf la motivation. Si tu as la motivation, on peut s'occuper exactement. Et Roi d'Alain, 2022. 2022, 2023, 2019, 2016. Tous les ans. Bon, du coup, à 22 ans, donc tu commences l'immobilier, tu commences à faire tes 21 ans, 21 ans. Ta société de marchand de biens, on t'a pas posé la question avant le podcast, des fois on la demande. Tu nous dis, comme on dit, on a nos questions, tu as tes réponses. Il y a des chiffres où tu veux pas les... Mais en gros, très concrètement, donc 22 ans, t'as 33 ans, donc t'es de 90. Donc ça veut dire que 22 ans, t'étais en 2012. De 2012 à 2023, donc sur les 10 dernières années, t'as évolué comment en termes de chiffre d'affaires sur ces opérations de marchand? Alors, j'ai une évolution qui est vachement hétérogène, pas homogène. Alors pourquoi? Parce que la société de marchand, je l'ai ouverte fin 2023.
on va dire que j'ai vraiment commencé fin 2023, fin 2013, excusez-moi. Ouais, parce que j'allais dire, toi, il se fout de notre gueule. Non, Tout ça en RP. non, fin 2013. Ok, donc depuis début 2014, ta première. Avant, tu faisais justement, comme tu dis. Donc, j'ai fait une première opération en résidence principale en 2011, une deuxième en 2012. Ensuite, en 2012-2013, j'ai acheté une maison de village que j'ai divisée en 3 appartements. Ok. J'ai revendu cette résidence secondaire. Et fin 2013, c'était mon premier projet en marchand. Donc, c'est un appartement que j'achète au patron de l'agence immobilière. Donc, il me vend son appartement. Donc, tu étais agent immobilier à ce moment-là? Non, il patron non, de c'est l'agence juste que immobilière personne- avec laquelle je travaillais. Il me vend son appartement 170 000 euros. Donc, l'offre est acceptée à 170 000 euros. Derrière, je vais sur Cozy Casa, je fais des plans 3D. Le lendemain, ils ont un client, pas le lendemain, mais on va dire dans la semaine, j'ai un client, il me l'achète pour 285. Et ma première transaction marchand, je signe le compromis de vente avant de signer le compromis d'achat. Tout ça dans la même agence. Donc, il y a le mec avec qui je signe le compromis de vente à 285. Je signe après l'achat à 170 au patron de l'agence qui me signe les transactions. Et bien évidemment, avec la promesse que je fasse les travaux. C'est marrant, tu peux signer un compromis de vente avant d'avoir signé un compromis d'achat? Je savais pas. Et en plus, le frère du gars qui je vendais était notaire, avec la condition suspensive d'être propriétaire. Ok, ouais, évidemment. Donc j'avais la condition suspensive d'être propriétaire et j'avais annexé une liste de travaux avec les plans. Tu passes pas en VFA dans ces cas-là? Non. Non. Alors à l'époque, c'était différent. Maintenant, ça a un petit peu changé. Les Je notaires. pense que tu serais considéré comme de la VFA si tu fais une C'est de la- promesse. Si tu en fais fait, une c'est de la promesse. vire. Ok. C'est un peu comme de la VFA, c'est de la vire. Mais en réalité, je vends avec des travaux. Une promesse. Avec des travaux. Maintenant, ils aiment beaucoup moins les notaires. Ça se fait plus. Mais à l'époque, je faisais toujours ça. Je vendais à chaque fois avant de faire les travaux. Et je faisais... Enfin, non, je vendais pas avant de faire les travaux. C'est-à-dire que je signais le jour où les travaux étaient finis. Ok. Et j'avais un descriptif travaux plus les plans. Donc, le client venait vérifier avec le descriptif travaux que tout corresponde. Et ensuite, on allait chez le notaire et on signait. Ok. Donc ça, c'était ma première opération de marchand. C'était un bel appartement d'ailleurs. Et ensuite, de 2014 à 2018, j'ai quasiment fait que les mêmes opérations. Donc c'était dans la vieille ville d'Antibes. C'était des grands plateaux que je divisais en 2 ou en 3 et que je revendais à la découpe. Donc là, en gros, pour qu'on ait une idée, 2014-2018, tu faisais quoi en chiffre d'affaires, si tu te souviens à peu près de... Chiffre d'affaires, ça veut un peu tout rien dire. Pour moi, je faisais à peu près 200 000 euros de bénéfices. Ok, Ouais. oui, je comprends que tu... Bah, non, je voulais pas forcément te demander ton bénéfice, mais si tu Ouais. me le donnes... Non, mais c'est à peu près 200 000 balles de bénéfices. Ok, Chiffre d'affaires, c'était à peu près 1 million et on faisait 200 000 balles de bénéfices. ok, Voilà. ok, ça marche. Donc tu as été constant de 2014 à 2018. J'étais constant. Et à un moment, en 2018, c'est très bien, mais en même temps, je me suis dit, en réalité, comment on fait, enfin, je me baladais dans la rue, comment je fais pour construire une tour ou quoi que ce soit, comment les gens ont réussi à faire pour lever autant. C'est quoi le level d'après, quoi? Ouais, exactement. Ils se sont pas concentrés parce que là, c'est cool, ok, je fais des opérations, 200 000, mais c'est pas avec ça que je vais vraiment, entre guillemets, m'enrichir. Surtout que je dépensais quand même pas mal aussi. Tu t'étais séparé de ta première copine et tu sortais faire la fête à ce moment-là. Ouais, puis même, je dépense un peu trop. Mais je réinvestis aussi. Et donc, je me dis, merde, mais comment on fait pour réussir à passer la step supérieure? Et en fait, la step supérieure, et justement, c'est intéressant de le faire comprendre, c'est qu'on utilise un petit peu des canaux différents. Donc, on va chercher des associés. On va chercher des associés, on va chercher de l'argent ailleurs. Et c'est ce qui m'a permis, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de faire des opérations beaucoup plus importantes. Bien sûr. Aujourd'hui, je fais des plus gros appartements, des villas, etc. Attention, je signe des projets, il faut bien faire comprendre aux gens, tout n'est pas à moi. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai des parts dans le projet, mais je vais me servir de la capacité d'emprunt de Bien l'un, sûr. je vais mettre des fonds, etc. Donc, C'est quoi une idée de deal? Alors là, c'est plus pour moi, Ouais. du coup, ça m'intéresse. C'est quoi les deals que tu négocies? Alors, tu vas me dire, ça dépend du projet, mais on va dire en moyenne. ok. C'est quoi un deal négocié pour toi sur un projet de promotion ou même un gros projet de marchand? Toi, tu mets zéro. Si tu pars du postulat que tu mets zéro apport, que tout est financé par la partie, la partie financière, toi, tu t'occupes de tout le projet. Tu prends combien de pourcents dans une opération? En général, on a le deal que j'ai sur les trois prochains projets, c'est la personne apporte sa capacité d'emprunt. Ouais. Ok, la personne apporte la moitié des fonds propres. Ah, tu Bon, dois apporter la moitié des fonds propres? moi, j'apporte l'autre moitié des fonds propres. De la foncière? T'as tout compris. Donc en fait, j'apporte pas grand-chose. Et derrière, on réalise le projet et on fait 50-50 sur les bénéfices. Par contre, sur la partie fonds propres que je vais lever,
C'est moi qui paye les intérêts. Ouais. Forcément, je ne vais pas faire payer les intérêts à l'autre. Ouais, ok. Donc, en gros, si tu veux, on est sur du 50-50. En même temps, tu distribues. Alors, ça, je le dis en termes d'analyse, mais là où c'est malin, c'est que tu distribues du 12, mais de toute façon, tu aurais 14. fait 14 annuels. Ah oui, c'est 14 annuels Ouais, que tu 14 distribues. annuels. Ah, je sais pas pourquoi j'avais 12 en tête. Ah, c'est 14, tu distribues bien quand même. Ok. Ouais, mais 14 sur 3,5 millions, 380 000 euros, Ouais. quoi, 40 000 euros, Ouais, sur bien 3 millions et demi, il y a 1 Bien million de sûr. marge. Donc, si tu Bien veux, sûr. moi, sur ma partie, Ah non, il y a mais 500 je 000. dis pas que c'est pas rentable. Hein. Ouais. C'est juste que c'est très bien aussi pour les investisseurs. Donc, Sur les investisseurs, on peut en parler après, mais on a un truc qui est cool. ok. Et bah vas-y. Non, alors, ce que j'ai Non, voulu tu voulais faire. parler en dehors. Non, tu voulais en parler. non, Tu parles. Ce que je voulais faire avec cette foncière, en gros, c'était faire mieux que la concurrence. Donc, au niveau du rendement, aujourd'hui, en crowdfunding, etc., on va te proposer un 10-11 Ouais. max. Moi, je proposais un 14. Donc, ça, c'est l'idée, c'est de proposer du mieux. La différence, c'est que souvent, les plateformes prennent aussi leur marge, Ouais. alors que toi, tu le fais en direct. Exactement. Donc, Donc, si tu veux, moi, c'est 14 pour moi. ouais. Alors qu'en crowdfunding, quand je vais lever, ça me coûte 17 pour moi. Ouais, bah oui. Il y a beaucoup de foncières marchands. Je sais pas. Il y a beaucoup de, en tout cas, il y a beaucoup il de y a- crowdfunders, enfin de Oui. club deal de crowdfunding. Mais vraiment des foncières. à Je sais proprement- pas. Je sais pas. Parce que Après, il faut avoir la communauté, quoi. pour le l'ADN faire. de la foncière, c'est plutôt C'est plutôt la question. Voilà. plutôt de garder. Et l'idée, moi, c'était de faire vraiment quelque chose de différent. Donc, on a un 14% annuel. Deuxièmement, on a des reportings qui seront 10 fois plus poussés. En fait, moi, l'idée, c'est vous investissez chez moi. Moi, je suis contre, et personnellement, j'ai vraiment eu conviction là-dessus, je suis contre investir et puis pas savoir dans quoi on investit et rien comprendre dans quoi on investit. Pour moi, c'est le meilleur moyen pour se planter. Donc, quand on investit, il faut apprendre et comprendre. Donc, derrière, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on met des reportings qui sont beaucoup plus poussés. Donc, photos, vidéos toutes les semaines et un live mensuel sur le projet où tu as investi. On va t'expliquer pourquoi on a pris ce parquet-là, comment on a posé, je sais pas moi, ce mur. On va tout expliquer. En même temps, c'est sûr. Donc, tu as accès à la formation. En fait, Quand tu fais partie de la foncière. déjà, tu es dans la formation quand tu fais partie de la foncière. Ah, t'es que les personnes de la formation qui ont le droit de. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. Mais derrière, on t'explique tout. Donc, tu as le côté éducationnel. Mm. En plus, c'est sur un projet qui est sympa. C'est que sur des baraques à Cannes, vue mer, enfin sur la côte, etc. C'est pas sur un appartement pourri en plein milieu de la France. Donc, c'est aussi le côté sympa. Et la dernière chose que j'ai voulu faire, qui va complètement aux antipodes de ce qui vous est proposé aujourd'hui, mais que moi, qui me tenait à cœur, et en même temps, je sais qui va séduire, Tu donnes un pourcentage sur la plus-value? non, c'est qu'on organise des sessions travail sur le projet. C'est-à-dire que aujourd'hui, on essaye de prôner au maximum. Tu investis depuis ton téléphone et puis tu attends et tu fais rien. Mm. Alors, les sessions travail, tu viens si tu en as envie. On en fait 2-3 sur un projet, mais par exemple, le jour où on reçoit tout le mobilier. Bon, bah ok, on se fait un barbecue avec les mecs du chantier. Vous venez à 25-30 et allez, les gars, on va tous monter les meubles, etc. On a reçu les carreaux, on a reçu le BA13, il faut tout approvisionner. Et ben, on y va sur 2 jours, on se met basket sur vêt et on y va tous ensemble. Et l'idée, c'était en même temps d'avoir C'est comme l'émission Tous Ensemble qui passait à la télé. J'en sais rien. Mais l'idée, c'était d'avoir en même temps de faire des beaux projets, etc. Ouais. De gagner de l'argent, mais de garder en même temps cette proximité avec les gens. Tu seras là, toi? Et bah oui, Pour le barbecue? bah forcément. Et cette espèce de C'est simplicité. lui qui gère la cuisson. Ouais, exactement. Et cette simplicité pour, bah voilà. Ça rend les choses concrètes. Concret, vraiment très concret. Là, ok, on y est quoi. On la voit à la exactement, maison. voilà. Et puis après, à la fin, moi, un open house, donc forcément, un cocktail dînatoire, là, un truc On peut venir si on n'a pas investi, ça ou très pas? classe. Ah non, Toujours pareil. Ok. donc voilà, là, C'est unique. ça change, et c'est Ah, c'est unique, c'est cool. Hein. ce que je voulais faire, ouais. Non, mais C'est ce bien. qu'on voulait faire. C'est l'idée, bah voilà, vous avez du rendement, on vous explique, et en même temps, bah, on met un peu tous les mains dans le cambouis en même temps, et puis à la fin, on se fait la soirée open house, on a tout le truc nickel, on fait venir du monde, machin, on est avec un smoking, et puis tout le monde est content. Ah, c'est bien ça. Ouais, donc non, c'est cool, je suis content. Ok, trop Voilà. bien. Et du coup, tu vas le dupliquer. Là, c'est une première. T'attends qu'elle se termine avant d'en refaire ou t'as Le- prévu d'en ouvrir d'autres, des opportunités Ah non, pour, mais là, j'en ai 2 autres qui arrivent. Donc, j'ai une villa à Cannes qu'on doit signer la semaine prochaine. Donc, on fait ce projet-là. J'ai une deuxième villa qui va arriver au Canet. C'est juste à côté, exactement le même style de projet. Et j'ai un terrain à côté, pareil, Golfe Juan, vue mer panoramique, où là, on partira sur une construction de villa contemporaine. Donc, j'ai ces 3 projets qui arrivent, qui vont venir sur 2024. qui vont venir sur 2024. J'ai des chalets aussi à Oron. Donc là, c'est de la promotion pure. Donc là, pareil, on fera une petite levée de fonds comme ça. Et après, en même temps, Comment tu fais pour détecter aujourd'hui ces opportunités? C'est ton réseau d'auparavant? C'est justement ces nouveaux investisseurs? c'est gens que les t'as personnes que j'accompagne formés? et en même temps mon réseau personnel. Ok.
Et je ferai aussi des projets à l'étranger. Moi, j'ai fait à la base un projet à Bali avec plusieurs personnes. Et donc, l'idée, c'est aussi de temps en temps, là, on va faire pardon, j'ai un terrain au Mexique à Tulum. Donc, je vais le revendre à la société. On va lancer ce projet aussi avec la foncière. Donc, on va faire la construction de la villa sur Tulum. Et puis après, j'aimerais bien aussi faire quelques projets à l'étranger de temps en temps pour le côté un peu sympa. L'aéroport de Toulouse vient de. Fini, ouais. J'ai vu l'info il y a 4 jours, je crois. Exactement. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Et Bali, t'es avec combien de personnes sur ce projet à Bali? 5. Ok. Et du coup, comment ça se passe quand tu achètes à 5 à Bali? Vous répartissez les bénéfices, j'imagine? On se répartit les bénéfices. Tous les 6 mois, on se verse les loyers. Ah, c'est du locatif? Ouais, c'est du locatif. Là, on va la revendre. Alors, Elle est où à Bali? Elle est à Ubud. Ok. Mais Elle doit être insane, la baraque. elle est grosse, ouais, elle est pas mal. Ouais. J'ai Sur Instagram, regarde ma troisième vidéo, ouais, 6 chambres. Enfin, c'est un gros machin. Quel prestataire t'avais choisi? On avait pris Magnitude. Okay. En fait, à l'époque, on y allait, on les a un peu. Enfin, ça s'est vraiment lancé à partir de ça. Et on a été les premiers à faire une villa à plusieurs. Okay. En fait, moi, je voulais une villa là-bas, mais j'avais pas l'argent pour tout acheter comme ça. Et donc, la communauté, on a eu les investisseurs. Et derrière, on a fait ce projet-là. Là, qu'on va remettre à la vente. Et puis moi, derrière, je vais en lancer d'autres à l'étranger aussi, comme ça. On a achat-revente marchand à chaque fois? Achat-revente avec à chaque fois de la location coûte-située sur tous mes projets. Alors attention, je fais de l'achat-revente, mais toujours entre la fin des travaux et la vente, je fais de la location courte durée. C'est quelque chose que je fais obligatoirement à chaque fois. Combien de temps? Le temps que ça se vende. Ok. Ah oui, tu l'optimises en location. T'optimises ta renta à chaque fois, obligatoirement. Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça me paye tout ce qui est mobilier. Deuxièmement, tu peux avoir des locataires qui viennent à une semaine et puis qui disent trop bien votre maison ou votre appartement, tiens, je vous l'achète. Ça t'est arrivé? Ça a failli arriver à mon frère, c'est pas arrivé. Et puis, pour une raison aussi, pour moi aujourd'hui, on ne vend plus qu'un bien immobilier. Aujourd'hui, on vend un bien immobilier, un produit financier. Et moi, c'est ce que j'explique. Par exemple, là, on fait une villa à Cannes. C'est une villa qu'on va revendre à peu près, on va dire 5 millions. Cette villa qu'on revend 5 millions, la personne qui nous l'achète derrière, dans les très bonnes années, elle peut faire 500 000 de loc. Et dans les moins bonnes années, elle peut faire 200 000 de loc. Donc, mine de rien, même lui, avec un actif qui est quand même patrimonial, qui est bien placé, où il a strictement rien à faire, il sort avec une renta qui est quand même pas dégueu. Donc, ok. Donc, en 2018, et tu lances la formation d'ailleurs en quelle année? 2020. Je lance la formation. T'es que depuis 3 ans sur les réseaux, toi? 2020, 2019, un des deux. Mais ouais, ça fait pas très très longtemps que je suis sur le réseau. Ah, c'est marrant. Pas très longtemps. Oui et non. Et maintenant, j'en vois plein qui apparaissent et qui ont largement augmenté au niveau communauté. Ouais. Mais... Qui sont tes enfants? Non. Il y en a. Hein. Il y en a qui ont fait ta formation. Il y en a plein. Et après qui se mettent formateurs, bien évidemment. C'est tant mieux. Ouais. Tant mieux. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais oui, il y en a plein. Ok. Et donc, du coup, tu as lancé en 2019 cette activité-là? J'ai lancé en 2019 cette activité-là. À la base, ça a été très particulier. Pourquoi? Parce que tout de suite, il a fallu montrer ce que tu faisais. Il a fallu en parler, etc. Et donc, c'est un peu bizarre, surtout dans le monde à l'époque du marchand de biens, etc. C'est pas quelque chose qu'on montrait. Et donc, il a fallu tout dévoiler, etc. Ça a été assez compliqué, même parler devant une caméra, etc. C'est quelque chose de nouveau. Mais derrière, non, je regarde pas du tout. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, même si personnellement, aujourd'hui, ce que j'aimerais le plus, c'est tout supprimer et ne pas en avoir. Ah ouais? Ouais, parce que ça me... Bref. Mais ça a vraiment du pouvoir. Ça a vraiment du pouvoir. Tu peux faire des choses qui sont incroyables. Pourquoi tu veux... Enfin, sauf si c'est indiscret, mais non, pourquoi tu voudrais tout supprimer? Parce que je trouve que... Je trouve que c'est... alors, beaucoup moins maintenant, mais à un moment, même si tu es producteur, ouais, tu deviens piégé de tes réseaux. Et tu deviens aussi consommateur. Alors, beaucoup moins maintenant, mais il y a une époque, en toute transparence, où même des fois, j'étais arrivé à un point où je faisais des choses pour les montrer, mais je prenais... C'était plus pour prendre du plaisir à faire une chose, c'était pour la montrer. Et pour moi, c'est pas du tout le but de la vie, c'est pas de montrer, c'est de prendre du plaisir dans ce que tu fais, tu vois. Et je vois tellement de personnes aujourd'hui qui sont toujours là à montrer. Ok, c'est cool, mais le but de ma vie, c'est quand même de prendre du plaisir. Donc aujourd'hui, je suis très présent sur les réseaux sociaux, mais je vais parler quand j'ai vraiment quelque chose à dire et je vais montrer quelque chose qui a de l'intérêt. Je vais pas parler pour rien dire ou montrer des choses qui n'ont rien à foutre, quoi. Tu t'es fait piéger par ton propre personnage, en fait, au bout d'un moment. Je me suis fait piéger par mon propre personnage, exactement. Et c'est vrai que là, maintenant, je prends vachement de recul par rapport à ça.
Et voilà, si tu veux, tu as entre guillemets le Carolin des réseaux et la vraie personne. Mais Ça va, il est sympa en vrai, il a l'air. Pour l'instant, sans ça. j'ai vu des personnes, mais qui sont devenues. Déjà, ils ont un Bah, melon. nous des noms. Non, non, je donnerai pas de nom, mais si tu veux, ils ont un melon comme pas possible parce que tu es sur les réseaux. T'es pas DiCaprio, faut descendre sur Terre, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, c'est ma vision des choses. Les réseaux sociaux, c'est bien. Mais je pense que tu vois, même pour mon activité de formation, etc., en réalité, avec un bon site internet, aujourd'hui, je pense que j'arriverai quasiment au même résultat. Ah ouais? Ouais. T'aurais pas besoin des réseaux sociaux pour communiquer, tu penses? C'est quoi, Sincèrement, du SEA et du SMA, quoi? sincèrement, je pense qu'avec un bon site internet, etc., justement, en fait, en disant aux gens, j'ai pas le temps d'être sur les réseaux parce que je fais de l'immobilier. Le contre-pied. Exactement. Et le contre-pied marcherait très bien. Alors, c'est pas quelque chose que je prends parce qu'aujourd'hui, ça me sert quand même à faire des choses. T'as déjà fait ta communauté, ça serait dommage de t'en priver aujourd'hui. Exactement. Mais pour moi, les réseaux, c'est tout sauf ma finalité. Après, voilà. Est-ce que ça te dessert dans certains projets aujourd'hui ou pas du tout? Ça m'a desservi. Ça t'a desservi? Ça m'a desservi. Ouais, ça m'a desservi. Ça me dessert moi maintenant. Avec des acteurs vraiment d'un step supplémentaire. Ouais, ça m'a desservi. Ok. Ça m'a desservi à une époque, mais maintenant, ces acteurs-là se mettent sur les réseaux. Et ces acteurs-là, maintenant. Accepte le fait que. Et aiment beaucoup. Moi, j'ai mon notaire qui me suit sur les réseaux, qui m'envoie des dossiers grâce à ça. Ça fait même bizarre. J'arrive en signature, il me dit vous avez fait ci, ça, etc. Donc, je dirais que. Il y a eu un assouplissement par rapport à ça. C'est vrai qu'au début, ça me desservait par rapport à certaines personnes. Puis en plus, tu as pris un biais 2019. Là, aujourd'hui, on en parle un peu moins, mais c'était l'époque des formateurs, etc. C'était pas facile à assumer comme position. Moi, à un moment donné, ça m'a traversé l'esprit de le faire. Je l'ai fait un petit peu, même avec Erwan aussi. Nous, on a arrêté parce qu'on n'était pas à l'aise avec l'image, en fait. Parce que tu te fais quand même dégommer de partout. Tout le monde te dit tu es un vendeur de tapis. Et ça, c'est difficile Alors, à je me assumer. suis, je me suis pas trop fait dégommer. Les gens l'assument pas trop en face de toi, Alors, mais ils le pensent dans le fond. ils l'ont pas assumé et je me suis sincèrement pas fait trop dégommer sur cette partie-là. Donc en réalité, ça va. Mais il y en a plein qui le pensaient très fortement. Ouais, mais qui le disaient pas, c'est Voilà. tout. Mais et du coup, c'est vrai que c'est une image qu'il faut accepter d'avoir. Et pour autant, aujourd'hui, tu as quand même monté un truc qui a l'air de bien tourner. Ouais, ça marche très bien. Ouais. Et tu vois tes intérêts. Fallait accepter de subir un peu, je dirais un peu, alors dans une moindre mesure quand même, mais un peu comme les influenceurs en 2012-2014, tout le monde se foutait de leur gueule et aujourd'hui, Exactement. tout le monde a envie d'être influenceur. Exactement, c'est ça. Tout le monde disait, ouais, ils sont ridicules à aller faire les Marseillais et les machins. Sauf que aujourd'hui, tout le monde se dit, tiens, j'aimerais bien aller. Exactement. voilà. Même les premières stories facecam, si tu veux. Pour moi, c'était hyper dur. Pareil devant le téléphone, je me disais, mais j'ai l'air con. Mes potes, ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il fait cet abruti? Pareil devant le téléphone. Mais après, après. Ça t'a apporté quoi aujourd'hui c'est quoi au-delà de tout l'écosystème que tu as fondé, qui tourne, etc. C'est quoi l'événement où tu vois, tu parlais d'événements à Rennes par exemple, Non, un truc que tu as fait qui a été marquant et tu sais que c'est grâce à ça? En fait, ça m'a apporté personnellement énormément de choses. Déjà, mieux m'exprimer, parler aux gens, etc. Un exercice, parler devant une caméra, pour moi, c'était très compliqué. Tu es tout seul devant ta caméra, tu n'as rien à dire, c'est très compliqué. Donc déjà, ça m'a, moi, personnellement, énormément développé. Ça m'a permis d'être beaucoup plus sociable. Aujourd'hui, je peux parler à n'importe qui, etc. Ça m'a énormément aidé là-dessus. Après, en termes d'événements, ça m'a permis, oui, d'intervenir à des séminaires, de faire des trucs qui sont super sympas. J'ai même peut-être des séries qui m'ont contacté pour peut-être lancer quelque chose. Donc ça, c'est des choses qui m'intéresseraient. Genre un peu l'agence. Exactement, ouais. Ah, c'est stylé Ouais, ça. on verra, mais C'est stylé. mais ça c'est le côté très cool, voilà. En fait, ça permet et même au niveau des rencontres, maintenant, j'ai des très bonnes personnes que je rencontre grâce à ça. Ok. Voilà, qui se sont intéressés à ça, qui au début étaient réfractaires et puis maintenant qui se disent tiens, peut-être que c'est pas trop mal. Ouais. Voilà. Finalement, ça. Mais je garde un positionnement pas trop non plus influenceur où je vais être là toute la journée filmer, tu vois, voilà. T'es sur un entre-deux. J'essaie d'avoir un positionnement. Ouais, tu communiques moins qu'avant quand même sur les réseaux sociaux. Je communique moins qu'avant et surtout si je fais des stories, etc. Il faut qu'il y ait un sens. Il faut que quand je dis quelque chose, il faut que c'est de l'importance. Je vais pas en train de prendre mon café si ce que j'explique n'a aucun sens, ce que je montre ne fait pas rêver personne. Enfin, je m'en fiche complètement. Ok. T'avais aussi une structure, parce que j'avais cru voir ça, mais du coup, c'est peut-être plus d'actualité. À un moment donné, tu travaillais avec tes parents plus qu'auparavant sur la structure bateau. Ça, aujourd'hui, c'est. Alors,
La structure bateau, même peut-être que je regarde un peu. Ils avaient lancé cette boîte-là, qu'ils ont vendue. À la base, ils s'étaient dit, bah tiens, les enfants vont reprendre. Mais il y avait le côté où nous, on voulait faire un truc un peu différent. Donc, on n'a pas repris cette activité-là, qui s'appelait Art Yachting, qu'ils ont vendu à des jeunes qui aujourd'hui qui font beaucoup de locations, etc. Je pense que ça marche même très, très bien. Je vais pas dire que je regrette, mais c'est quelque chose, les locations de bateaux, etc., chez nous, ça marche. Ça aurait été complémentaire peut-être à ces prestations. Ça aurait été complémentaire. J'en ai loué des bateaux, par exemple, je donne un exemple. J'ai loué un yacht 28 mètres, 100 000 € la semaine. La commission sur les bateaux, c'est 15%. Okay. Donc, c'est une obligation. Donc, mine de rien, tu as quand même beaucoup de locations de bateaux l'été qui se font sur la côte. Donc, c'est quand même pas rien, tu vois. Ah oui, c'est clair. Donc, Et après, moi, j'aime bien. Donc, c'est intéressant. Oui, c'est un domaine que tu aimes bien. C'est un domaine que j'aime bien, ouais. Okay. T'as toujours un bateau aujourd'hui ou t'en as plus? Non, moi, j'en ai pas. Mon frère en a un, mon père en a un. Donc, en fait, quand je veux, je prends les leurs. Et sinon, je leur laisse les emmerdes et je prends les avantages. Ok. Et du coup, donc là, on avait fait le point un petit peu sur 2023. En quelques chiffres, aujourd'hui, tes activités, l'ensemble de tes activités, ça génère. Alors, quand je te posais le chiffre d'affaires, tu me disais le bénéfice. Ouais. Aujourd'hui, en termes de développement, tu nous as dit tout à l'heure, c'est à peu près une trentaine de personnes dans ton écosystème. Ouais. Aujourd'hui, ça génère quoi comme activité au global? Aujourd'hui, alors, encore une fois, tout est très. Ça change énormément. Disparate. Ouais, exactement. Tu vois, là, par exemple, pour 2024, je sais que j'ai déjà validé sur 12 de CA sur l'activité de marchand de biens. Ok. Parce que c'est des projets qui sont signés maintenant. T'as l'inertie du marchand de biens. Je peux peut-être en signer encore 2 autres, mais qui tomberont en 2025 ou 2026. Bien sûr. Tu vois, ces projets-là, je les ai validés en 2023. Bien sûr. Donc, c'est très variable. C'est très variable. Mais du coup, là, sur 2024, tu vas faire à peu Il près... va falloir un chiffre. 12 millions de chiffre. Non, mais où tu veux. Bon, dans ce cas, on va. Non, après, si tu veux, même sur la partie accompagnement, c'est des choses. Je peux pas. Tu peux pas rentrer dans le détail. Ouais, okay, je peux pas trop rentrer dans le détail. Je pense que je fais mieux que la concurrence. Okay. Mais ouais. Ok, ça marche. Cette partie-là. Non, ça marche très très bien. C'est bon. Ok, ça marche. J'aurais un truc, tu m'y feras penser là à la fin. Je te poserai une question sur un. Allez. Enfin, si on. Vas-y. De toute façon, si ça doit être coupé. Ah, je le coupe vraiment? Non, tu comprends pas? Non, on peut pas me couper ça. Bon, moi je m'en fous, je peux laisser. Ouais, ok. Écoute, non, mais c'est pas mal, on a fait le tour. Écoute, on a 2 questions à te poser. Pour la fin, 2 questions magiques. Allez. Est-ce que tu as une passion inavouable, un toc, un truc dont t'es pas forcément très fier? Alors, t'en as une, c'est obligé. Que personne ne connaît. On va te donner celle de Simon, que tu connais, par exemple. Simon, et tu dois peut-être le savoir. Est-ce que déjà, sans qu'on te donne d'exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Ah bah oui. Ouais. Vas-y, on t'écoute. Alors voilà. Les femmes. Alors tu les aimes comment? J'aime toutes. Non. Ouais, la séduction. Ok. T'es pas le premier à nous le dire. Ouais. Le premier à nous le dire. Donc ça se concrétise comment alors? Tu changes souvent de... Non, ça se concrétise. Alors, une passion, mais c'est pas, en toute transparence, ça devient des fois pas un problème, mais presque, dans le sens où, si tu veux, après, quand tu arrives à avoir un savoir-faire, etc., tu sais comment une personne fonctionne. C'est comme un projet immobilier, tu sais comment ça marche. Et donc, oui, après, ça, c'est cool, mais bon, ça mène pas à grand-chose au bout d'un moment. Donc mais alors, est-ce que tu es un séducteur que avec les femmes? Alors, quand je dis avec les hommes, c'est pas est-ce que tu es homosexuel, hein, c'est est-ce que tu aimes séduire globalement les gens? En réalité, c'est une réflexion justement que je me suis fait. Je pense que pour moi, justement, on parlait de compétences humaines dans l'immobilier. Je pense que la séduction est une énorme compétence dans l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on rigole comme ça, mais séduire une femme, c'est exactement la même chose que séduire une personne qui doit te poser 1 million sur un projet. Bien sûr. En fait, tu vas utiliser exactement la même stratégie. Bien sûr. Et c'est peut-être une faiblesse dans certains cas avec les femmes, on rigole, mais dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est une de mes plus grosses forces. Bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle j'arrive à faire plein de choses. C'est cette séduction que j'utilise
à mes fins, mais c'est pas des mauvaises fins. Mais ça permet de faire beaucoup de choses. Dans quelle mesure tu as mesuré que l'apparence physique jouait sur cette séduction Pas globale? forcément. En fait, pour moi, c'est déjà physique. Non, mais t'es beau gosse, c'est pour ça que je dis ça. Est-ce que tu... Je pense que c'est. Moi, je fais tout passer avec l'humour. Tout passer avec l'humour. En fait, je me suis entraîné, tu vois, avec des banquiers qui m'aimaient pas, etc. J'essaie de faire passer les choses avec l'humour. En fait, il y a le physique, mais c'est le charme. Encore une fois, je vais pas dire que j'ai du charme, mais c'est ta manière d'être, ta manière de faire, ta manière d'amener une personne, ta manière aussi d'être. Ça veut dire que tu as une certaine gentillesse, etc., qui t'amène à tes fins. Donc, je pense que oui, pour moi, ça a été une faiblesse, mais en même temps, c'est une grande qualité parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Bien sûr. Je suis assez d'accord. Dernière question. Ouais. Putain, on a switché, d'habitude on fait l'inverse. Ouais. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est important pour toi et donc t'aimerais qu'on l'aborde pour conclure ce podcast? Alors, on a abordé les compétences humaines qui étaient très importantes pour moi, que je veux vraiment mettre en avant. Et on va aborder, je dirais, le travail. C'est vrai que je suis le premier sur les réseaux sociaux, etc. On a l'impression que même l'activité de marchand de biens, on ne travaille pas, tout ça. C'est vraiment quelque chose que je veux contrer et que je veux contrer sur plusieurs aspects. Premièrement, si on veut réussir dans n'importe quel domaine, il faut bosser, il faut taper des heures et je suis le premier à faire des heures, même si on voit que je voyage, etc. Quand je suis en voyage, je travaille. Donc vraiment, le travail a pour moi une partie importante à mettre en avant. Mais le travail n'est pas synonyme de... Alors, peut-être dans la langue, il est synonyme de difficulté, de souffrance. Pour moi, pas du tout. On doit aimer ce qu'on doit faire et en réalité, je préfère bosser qu'être sur une plage à rien foutre. Et ça, je veux vraiment le mettre dans la tête des gens. C'est que si vous vous lancez dans quelque chose, premièrement, vous devez aimer ce que vous devez faire. Sinon, ça ne sert à rien. Et deuxièmement, il va falloir faire des heures. Et pour moi, c'est très important de le mettre en amont. Alors, une phrase pour étayer. Fais de ta passion ton travail et tu auras l'impression de jamais travailler. Exactement. Et deuxième chose, ça se matérialise comment? T'es quoi? T'es du genre à bosser de 8h du matin à 19h? T'es du genre de bosser à 9h à 17h? Je ne suis pas quelqu'un qui va faire... aujourd'hui, qui va taper... Alors, j'ai changé justement dans mes manières de travailler. À l'époque, je pouvais faire du 8h, même 1h du matin. Je travaillais très, très, très longue période, mais irrégulière. C'est-à-dire que je vais travailler une semaine à fond, puis après pendant 2 semaines, je vais rien foutre. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. Je vais faire peut-être 4-5 heures max par jour, mais par contre, je vais travailler tout le temps. Un métronome, quoi. Exactement. Il n'y a pas une seule journée, même le dimanche, etc. Là, je vais prendre ce week-end, mais encore, je sais que je vais travailler ça fait très longtemps que je n'ai pas pris un week-end off, mais encore une fois, je sais que j'ai un peu travaillé. Mais sinon, il n'y a pas un seul jour où je ne vais pas faire au moins 2-3 heures de travail. Et la régularité, pour moi, c'est la clé. Par contre, cette régularité, encore une fois, c'est mon point de vue. Moi, taper des jours de 12 heures, je pense qu'il faut... En tout cas, ma journée parfaite, ça va être aussi du sport. C'est une obligation. Donc, faire du sport, prendre un peu de plaisir dans n'importe quoi. Ça peut être aller voir des potes, lire une connerie, enfin, peu importe. Et en même temps, faire ses heures. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un équilibre et une vie aussi qui est sympa. Bien sûr. Ok. Ok, trop bien. Voilà. Trop bien, trop bien. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi. Non, mais merci à vous. Parce que tu as été... extrêmement transparent. Ouais. Je pense qu'on a vu un Carolin qu'on n'a pas forcément l'habitude. Ouais. Donc c'est hyper intéressant. Ouais, très cool. Ce que tu en as pensé. Et Content de t'avoir rencontré. Moi aussi. Merci à vous. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao.